La mort de Carswell me fait vachement penser aussi du coup à la mort donc du sorcier dans l'affaire Charles Dexter Ward. Finalement, ce qui les a menés à leur perte, c'est leur propre manigance, c'est leurs propres artifices qui sont retournés contre eux. Ce qui leur a donné le pouvoir, c'est la connaissance, et cette connaissance interdite. Dans Charles Dexter Ward, le sorcier a passé un contrat avec le démon, littéralement, il est marqué, il ne vieillit pas, il peut réveiller les morts pour les interroger et accumuler encore plus de connaissances. Carswell, lui, c'est clairement une sorte de fortune qui l'intéressait. Il a passé des sortes de contrats et c'est ce contrat-là qui lui est retourné dans la gueule en fait. Lui a plus un aspect au contrat et lui, ce qui déclenche ses pouvoirs à Carswell, c'est qu'il a réussi à déchiffrer un livre, c'est tout. Un code hérité d'anciens sorciers. Donc l'héritage d'anciens sorciers, donc édité dans un livre, passé de génération en génération, qu'il a réussi lui à déchiffrer. Et ces deux personnages vont être amenés à leur perte suivant cette propre magie, ou en tout cas cette propre sorcellerie. Dans Charles Dexter Ward, on prononce les mots qu'il faut pour dissoudre une créature revenue des morts, et justement le sorcier en question a ce pouvoir de ramener des gens en poussière et puis de les dissoudre à nouveau. Carswell, lui, on lui rend son contrat dans la face, en fait, tout simplement. On lui rend son contrat, on lui remet un contrat qu'il a créé lui-même, que d'autres n'auraient pas pu créer de toute façon. Donc ils ont créé les propres instruments de leur perte. Et donc c'est pour ça que les deux personnages sont assez proches. Et je les trouve nettement mieux écrits que le méchant qu'on va avoir justement dans le film dont on devait parler depuis le début, c'est-à-dire Drag Me to Hell. Alors on va voir que Drag Me to Hell, c'est-à-dire Jusqu'en Enfer, le film, c'est littéralement la même histoire. C'est littéralement la même histoire, sauf que Drag Me to Hell ne parle pas du tout de ces deux éléments-là, ni du livre de 1911, ni du film de 1960. Il n'en parle pas, comme s'il n'y avait aucun rapport. Et on va voir que c'est littéralement le même scénario. Je trouvais ça assez gonflé quand même. Donc je vais raconter Drag Me to Hell. Donc Drag Me to Hell commence c'est un Pasadena, on a un couple qui débarque en panique avec un enfant. Ils vont voir une dame qui s'appelle Shaun Sandina. C'est censé être une médium. Ils viennent la voir parce qu'il y a un truc qui va pas avec leur gosse en fait. Et donc quand ils arrivent, la médium leur demande mais qu'est-ce qu'il a votre gosse, qu'est-ce qu'il a fait? Et eux, ils disent il n'a rien fait. Juste avant de dire la vérité derrière. Hein. Donc on va comprendre que là vraiment les choses vont pas bien du tout. Ils essaient quand même de mentir, de protéger leur gamin. Mais voilà, ça m'a tellement fait rire. Donc on apprend en fait que le gamin, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de voler un collier chez des tziganes. Donc voler des tziganes, faut le faire. Et le collier en question, c'est un collier maudit. Et quand il sort le collier derrière, il y a une mouche comme ça qui s'échappe. Donc on a une mouche comme ça qui flotte. Je trouvais que la petite touche était vraiment très intéressante. Et là, on a Shaun Sandina qui fait un regard qui dit clairement, là ça c'est mauvais. Là ça sent mauvais. Ça c'est pas bon. Et le gamin en fait, depuis qu'il a volé ce collier, il souffre d'hallucinations. Il entend des voix, des choses qui semblent se rapprocher de plus en plus. Sandina automatiquement donc comprend qu'il faut faire une séance pour exorciser les esprits. Ils vont essayer de faire une séance chez elle. D'ailleurs, elle demande pas d'argent aux parents. Elle attaque direct, quoi. Elle couche le gosse, elle commence à faire sa petite séance, elle commence à crier, à pleurer, elle commence à chanter, à appeler des choses, des esprits, etc. Mais on voit en fait des mains, des ombres comme ça, de mains qui tracent sur la coupole de la maison, qui commencent à essayer de pénétrer à l'intérieur à travers les vitres, tout cela, et qui viennent pour le gosse. Sandina récite ses prières, mais ça ne change pas grand-chose parce que le démon débarque. Et là, on comprend tout de suite que la subtilité n'est pas au rendez-vous. C'est pas le type de démon qui arrive par des petites manifestations, des petits bruits qui commencent à infester son entourage, non. Ce démon débarque dans la pièce, fout 2 tartes au père, dégage la daronne, s'en prend à Sandina qu'il dégage aussi. Et là, il y a le gamin. Je trouvais ça génial parce qu'il y a le gamin qui regarde tout ça, qui dit « Je reste pas ici ». Il se réfugie même pas auprès de son père, auprès de sa mère. On dirait parce qu'il se dit c'est trop chaud, je vais sauver ma peau. Le gamin essaie littéralement de sauver sa peau. J'ai trouvé ça excellent. Vraiment parce qu'il cherche pas à être protégé par son père ou il ne se réfugie pas dans les bras de sa mère. Il se barre, il les laisse là en train de se faire battre par un démon et il essaie de se tailler. J'ai trouvé ça génial. Le gamin qui essaie de sauver sa peau coûte que coûte. Ah mais bien sûr, c'était un très mauvais choix parce qu'il sort, alors je sais pas s'il sort d'un cercle qu'elle a créé autour de lui pour le protéger, je sais pas quoi. En tout cas, toujours est-il donc qu'il va vers un balcon et là, il se retourne et là, il y a le démon qui vient. Cette scène m'a vraiment surprise quoi parce que le démon vient, le chope et le jette par-dessus le balcon. Et pour moi, clairement, le démon est venu pour son âme, mais pas avant de l'avoir bien rossé aussi comme il faut quoi. Donc il le balance par-dessus le balcon, il s'écrase à terre, donc il tombe d'un étage. Il n'est pas mort, mais il est bien KO. Et là, pendant qu'il se lève, donc on a Sandena, donc la médium qui se précipite sur le balcon elle aussi, ainsi que les parents, et il hurle au petit Juan, je crois qu'il s'appelle Juan. Les parents disent Juan, on arrive, et ils courent sur le côté pour aller chercher leur fils pour descendre. Et là, Sandena, elle regarde, elle voit des choses qu'eux n'ont pas vues, elle fait à Juan, attention. Et effectivement, le sol sous Juan commence à se craqueler, il s'ouvre, on a une vision des enfers, on a des flammes, on voit des flammes, on a des mains en flammes qui sortent, qui viennent le chercher. Alors la scène fait vachement penser à la fin du Roi Lion là avec la mort de Scar dans l'ombre comme ça pour qu'on voit pas vraiment la scène. Là vu que c'est un enfant, ils ont peut-être voulu nous épargner ça. Du coup, ce qui fait qu'on ne voit pas vraiment ce qui lui arrive, on voit juste l'ombre de la scène en fait. On voit les ombres sur les murs, on voit effectivement des mains qui sortent de l'enfer, qui viennent le chercher, qui l'amènent en enfer. Et là du coup, les sous-sols se referment. Et là, Sandina, elle voit ça,
Donc le démon en question, donc apparemment il y a un nom, le démon qui est venu chercher le gamin s'appelle la Lamia. Et Sandina regarde la scène, elle fait « on se reverra ». Tu sais, j'aurai ma revanche. Pareil, j'étais mort de rire parce qu'elle vient de voir un enfant se faire emporter dans les enfers. Elle vient de voir une scène des enfers, elle vient de voir le sol qui vient de s'ouvrir, elle vient de voir des mains en feu qui viennent de tirer le corps et l'âme d'un enfant en enfer. Et elle se croit dans Kill Bill. Elle dit qu'elle aura sa revanche. Déjà d'une, il s'agit pas d'elle, c'est pas elle qui a été attaquée. Cette phrase n'avait pas de sens. Elle aurait pas dû dire ça, elle aurait dû rester sur le choc et on aurait compris qu'avec le temps, qu'elle a envie de prendre sa revanche, en tout cas elle a envie de se rattraper de cette erreur, soit née petit à petit. Mais là, elle est déjà prête. Elle est prête, elle veut sa revanche. Elle a perdu l'enfant, elle dit ok, bon lui c'est foutu, mais j'aurai ma revanche. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, là on a affaire plutôt à une comédie d'horreur. Hein. Je l'appellerais plutôt comme ça ce film. Pas subtil du tout, c'est gros. Le démon il arrive dans les scènes, à chaque fois que le démon va intervenir, il intervient exactement comme une vidéo qui a vachement tourné sur le net là où un flic intervient dans un café et voilà, et les gens sont en train de se disputer, il les fout tous à terre, tous. À lui tout seul, il les fout tous à terre. Bah c'est la même chose, il arrive, il met des tartes à tout ce qui bouge, voilà, vous fermez tous vos gueules, maintenant je suis là. Ah, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà la scène d'ouverture. La subtilité, au revoir. Ça sera pas ici. Et en plus ce qui me fait marrer en plus c'est qu'elle dit qu'elle aura sa revanche, mais on verra que quand elle pourra enfin prendre sa revanche sur la Lamia, elle demandera quand même de l'argent. Donc elle se fout bien de notre gueule en plus. Donc voilà, la Lamia, enfin très rapidement on comprend que du coup c'est un démon inspiré de... C'est censé être des femmes diaboliques comme ça, qui sucent le sang des hommes, bouffent les enfants, genre, voilà, qui hantent les hommes, bref. Il a été inventé pour ce film en fait. Hein. Il est pas vraiment dans un folklore précis. Ils ont un peu fait un mix de tout ce qu'ils voulaient. Toujours est-il qu'on a une petite intro et on va rencontrer donc notre personnage principal. Alors l'intro est faite à partir de bouquins, de livres, tout ça. Ça rappelle d'ailleurs le film de 57, avec le livre justement qui nous dit que la sorcellerie existe toujours. Ça se fait avec des images de démons, tout cela, avec des ailes, tout ça. C'était magnifique. C'était assez beau, c'était vraiment des dessins intéressants à regarder. Et là, bah, on a la même chose et on a des représentations du démon et on voit en fait que sa façon, on voit un peu sa procédure. C'est du vent au départ. C'est un vent comme ça, donc qui pour moi incarne assez bien l'esprit du coup de hanter les gens, de les harceler un peu. Ce vent n'est pas sans rappeler Pazuzu. Pas mal de divinités comme ça font souvent référence justement au vent chaud, au vent porteur de maladies, que ce soit des djinns ou que ce soit des mauvais esprits ou que ce soit des démons, etc. Et là, en l'occurrence, vu qu'on en avait parlé la dernière fois, ça rappelle Pazuzu. Puis après, on a une forme d'ombre, après cela, une ombre qui se précise et enfin, on a un visage. Donc on est 40 ans plus tard et on rencontre notre héroïne ici principale, donc Christine Brown, qui est agent, qui travaille dans une banque où elle est sur un plan du coup de promotion parce qu'il y a un poste qui s'est libéré et c'est une promotion possible pour elle. On sait que ça l'intéresse beaucoup. Elle va en parler d'ailleurs à son patron et lui apprend en fait qu'il y a un mec qui vient de se pointer aussi, qui vient d'arriver dans la banque et qui est aussi un candidat idéal aussi parce qu'il a les dents longues et surtout il est dur en fait. Et le problème de Christine, c'est qu'elle est trop gentille. Elle sait pas prendre des décisions difficiles. Elle est souvent là à essayer d'arranger les clients et ça, bah ça le fait pas pour la banque. Alors que Stu lui, il hésite pas. Il y va, il est cash. Donc ça lui met une petite pression. À sa pause de midi, elle va pour prendre un petit déjeuner avec son mec qui s'appelle Clay, qui est un enseignant dans une fac à côté, et bon, il parle d'un dîner qu'il doit faire avec ses parents, tout ça, et on sent qu'il y a une petite tension autour du dîner parce que les parents sont pas faciles. Et effectivement, quand il va sortir de là, la mère de Clay va appeler. Elle va lui dire qu'elle veut qu'il rencontre une autre fille qui fait du droit ou je ne sais quoi, qui est bien meilleure pour lui, pour sa situation, pour sa carrière, etc. Et très rapidement, on se dit, mais putain, mais est-ce que Christine est la seule femme décente dans ce film en fait? Tout le monde semble être un connard, littéralement. Tout le monde. Bon, je parle pas du gosse qui vole des gitans, hein. Je parle vraiment de... Le patron, c'est un gros connard manipulateur. Le Stu en question, c'est un connard et on verra en plus pourquoi. Mais très rapidement, on voit qu'il essaie de soudoyer le patron, voilà. Le copain, la Clay, le copain de Christine, mais c'est une merde finie. Enfin, il a aucun caractère. Quand sa mère l'appelle et qu'il essaie de défendre un peu sa copine, quoi, qu'il dit non mais attends de voir Christine quand même, tu vas voir, c'est une fille bien, etc. La mère lui laisse pas en placer une, elle le coupe tout le temps. C'est elle qui parle, il arrive pas à en placer une. Caractère zéro, quoi. Donc on se dit mais putain, mais c'est la seule décente personne dans... Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne au début. Et ce qui est dommage, ce qui est pas forcément une qualité pour un personnage en fait, quand c'est la seule personne normale dans un film, en fait, souvent ce caractère devient très vite ennuyeux. Et du coup, ça devient un Marissou, quoi. C'est le personnage, il est gentil, il est bien, c'est tout le monde qui est méchant. C'est un peu naze. Donc voilà. Mais Clay est une merde, hein, littéralement. Un petit détail d'ailleurs qui aura son importance, c'est que quand Christine est venue le voir justement à sa pause, vu qu'elle travaille à la banque, elle est tombée sur une petite pièce et lui, il collectionne justement les pièces comme ça. Il collectionne des pièces rares, tout ça. Donc elle est tombée sur une pièce rare qu'elle lui a ramenée et qu'il met dans une petite enveloppe qu'il scelle, qu'il ferme. Donc voilà, ça aura son importance plus tard. Alors, ce qui va se passer dans cette journée-là de Christine, qui est décidément pas sa journée, elle prend de tous les côtés. Il y a une dame qui vient la voir, qui s'appelle donc Madame Ganouche, une gitane aussi, qui lui demande un prolongement sur son hypothèque, donc un troisième prolongement. Donc Christine lui a déjà négocié 2 prolongements sur son hypothèque, elle doit rembourser, mais du coup bah ça suffit toujours pas. Donc voilà, 3e prolongement sur son prêt, je sais pas quoi. Et là elle va voir son patron, donc Monsieur Jax, donc un peu manipulateur là, le mec qui lui disait justement de prendre des décisions dures, et il lui fait bah non, on la prolonge pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de trancher. Et elle se dit, parce qu'au moment de sortir, elle voit le fameux bureau du coup d'adjoint, ou je sais plus le poste qu'elle vise en tout cas, elle se dit il me le faut, donc je vais lui prouver que je sais prendre des décisions dures. Donc elle vient voir la dame qui
est dégueulasse, hein, qui enlève son dentier pour prendre un bonbon, qui crache, et tout ce qui est à l'agonie, qui est à la mort presque. Elle est en décomposition, on dirait. Donc elle a un mouchoir dans lequel elle se mouche, elle crache dedans, elle met son dentier dedans, c'est immonde, c'est immonde. Elle revient la voir, il lui fait, écoutez, je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. Et la dame lui fait, quoi? Comment ça va pas être possible? Elle la fixe comme ça. Alors Madame Ganoush a un œil mort, alors je sais pas ce qu'elle a, elle a une maladie en tout cas. Donc elle est littéralement en train de se décomposer. Alors moi je me suis dit, oula, on a une piste avec ça. En fait non, pas du tout. C'est juste qu'elle est clamsée, en fait elle était à l'agonie, c'est tout. Toujours est-il donc, elle se lève, elle est blessée, elle se lève pour partir. Et là elle se retourne vers Christine et lui fait, écoutez, je n'ai pas l'habitude de demander, mais cette maison c'est tout ce que j'ai. Si je perds cette maison, je n'ai plus rien, s'il vous plaît, prolongez-moi. Elle se met à genoux, elle commence à pleurer, elle commence à prendre la jupe de Christine, à l'embrasser, à lui demander s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, Christine panique, hurle, appelle la sécurité pour la foutre dehors. Et là, Ganoush, on sent qu'elle se vexe, elle dit, you shamed me. Donc là, tu m'as humilié, c'est impardonnable. Donc elle devient folle, hystérique, on est obligé de la sortir. Elle est comme une dingue. Ils la sortent dehors. Et là, Monsieur Jacques, donc le patron se pointe en disant à Christine qu'elle a bien géré l'affaire, c'est exactement ce qu'il fallait faire, etc. Mais on sent que Christine ne se sent pas bien. Et elle va pour partir, Christine. Elle arrive dans sa voiture, et là, elle voit en face la voiture de Madame Ganesh. On reconnaît une vieille voiture, etc. Je crois qu'elle a vu devant la banque, donc elle a compris que c'est la voiture de Madame Ganesh. Donc elle se dépêche de rentrer dans sa voiture, elle va pour démarrer, et là elle voit un foulard qui se met à voler. Et ce foulard en question, c'est le fameux foulard de Madame Ganesh. Enfin, c'est pas un foulard, c'est plus un torchon, c'est plus une sorte de serviette dans laquelle elle se mouche et dans laquelle elle crache, qui se met à voler tout seul comme ça. Elle le suit du regard, la serviette vole, se tourne, va sur le côté, et là quand elle se retourne, en fait nous on voit, à un moment, on voit l'ombre de Madame Ganesh qui est assise sur le fauteuil à l'arrière et qui ne bouge pas. Donc c'est assez flippant. Christine la voit aussi, et là elle s'avance, la fixe du regard, et là la baston commence. Ganesh lui saute dessus, commence à bastonner Christine. Christine se défend comme elle peut. Elle accélère la bagnole, elle fonce dans un mur, ce qui bat. Enfin, c'est grotesque en fait. C'est grotesquement drôle. Ça ennuie très vite. Hein. À un moment donné, ça devient ridicule. Hein, mais bon. Bref, ça se bat dans tous les sens. Je sais plus, elle lui fout des doigts dans la bouche, elle lui arrache des cheveux. Christine la dégage de coups de talon. Qu'est-ce qu'elle lui enfonce? Elle prend une agrafeuse et lui agrafe le front. Enfin, elle lui agrafe la gueule. Bon. C'est drôle, mais c'est très vite lourd aussi, hein, c'est très vite lourd. Bref, Christine croit avoir gagné, donc parce qu'elle arrive à dégager Madame Ganesh et à fermer la voiture, et là, Ganesh disparaît, Christine se regarde, elle cherche où est-ce qu'elle est, elle la voit pas, et là, Ganesh réapparaît avec une brique, et elle pète du coup la vitre avant, et elle sort Christine de là, elle la traîne à terre, et là, elle récupère, on croit qu'elle va du coup la finir au sol, mais non, en fait, elle récupère un bouton de son manteau. Elle arrache un bouton, elle commence à jeter un sort, à murmurer un sort sur le bouton en question. Et là, Christine commence à avoir trouble, elle commence à avoir des sortes d'hallucinations, des vertiges, une sorte de vertige, elle commence à partir dans les pommes. Et ça rappelle d'ailleurs dans le film de 60, que la première fois que le sort est remis à Holden, quand Carswell lui remet le sort, il a lui aussi une sorte de vertige d'apparition, il a sa vision qui se trouble. Alors je ne me suis pas expliqué cette berlue, elle intervient plusieurs fois, les gens tout d'un coup qui vont être maudits, que ce soit dans les films, que ce soit dans le livre, vont tout d'un coup avoir cette berlue, ce trouble dans la vision. Une explication possible, en tout cas que je me suis faite, c'est que ça y est, pour la première fois, on les a fait plonger un peu malgré eux dans ce monde des esprits, dans ce monde interdit, et que donc forcément ça ouvre leurs yeux sur autre chose. Et que donc c'est le temps que leurs yeux s'adaptent en fait. Je sais pas, comme sortir de l'obscurité pour tout d'un coup rentrer dans un lieu très lumineux par exemple, ou l'inverse d'ailleurs, là ça serait plutôt l'inverse. Le temps que ce regard s'adapte, le temps que le cerveau s'adapte, parce que tout d'un coup un autre plan de l'existence lui est révélé, même si il n'est pas si flagrant que cela. Mais tout d'un coup on vient de développer un sens. C'est comme si on venait de développer un sens qui vient se rajouter à la vision, ou qui se superpose à la vision, ou en tout cas qui complète la vision. Là Christine, il lui arrive la même chose, elle a la vision qui se trouble pendant que Ganoush du coup jette son sort, et quand elle a fini de jeter son sort, elle reprend le bouton et lui met dans la main, elle ferme la main de Christine en lui remettant la chose. Et donc on comprend qu'elle vient de la maudire. Alors là, le problème, c'est que Christine n'a pas exactement accepté le bouton. Christine est KO, elle est adossée contre sa voiture, elle a ce vertige qu'ont toutes les victimes justement de cette malédiction, donc qui commence à pénétrer dans ce monde interdit, malgré elle, bien sûr. Ce que fait Madame Ganoush, c'est qu'elle lui remet le bouton, une fois qu'elle a maudit le bouton, elle lui remet le bouton dans la main, elle ferme sa main. Mais dans l'absolu, on ne peut pas vraiment dire que Christine ait joué de sa volonté pour accepter le bouton, qu'elle ait vraiment voulu prendre le bouton. Donc pareil, ça rend la malédiction très facile. Ganoush n'a besoin d'aucune ruse. Je vais le répéter plusieurs fois qu'elle est cheatée, mais sa façon de maudire est trop simple, ne demande aucun prix et en plus n'est pas contraint par des règles établies. Et si c'est aussi simple que cela, pourquoi elle s'est fait chier à essayer de la défoncer dans sa voiture quelques minutes plus tôt? S'il suffit juste de lui prendre quelque chose, de le maudire puis de lui remettre, elle aurait pu faire ça très rapidement, même dans la voiture, vu qu'elle a réussi à pénétrer dans la voiture. Prendre n'importe quoi dans la voiture et lui redonner, je ne sais pas moi. À force de vouloir tout faire, de tout mettre, de faire de Ganoush à la fois le méchant qui attaque, le méchant violent, le méchant fantomatique, le méchant qui maudit, elle ne répond à plus aucune règle.
chacun de ces façons de jouer le méchant, on va dire, chacun de ces rôles de méchant a ses règles, a ses contraintes dans lesquelles il évolue. En faisant un mélange comme ça de superposition, c'est même pas un mixage malin qu'ils font là de Ganush, c'est juste un méchant par couche. C'est un méchant millefeuille. C'est un méchant millefeuille avec plusieurs couches comme ça qui se superposent, et à un moment donné ça devient un peu étouffe chrétien quoi. Là Ganush maudit Christine sans avoir à ruser pour la tromper. Et c'est ça qui est intéressant souvent dans ces malédictions là, c'est que ça passe par soit tromper la victime pour qu'elle tombe d'elle-même en jouant justement sur les tares de cette victime, c'est-à-dire par exemple sur sa soif de pouvoir, sur la luxure, ou en jouant sur son avidité, arriver à la tromper et à la mener à sa perte, arriver à la maudire de cette façon. Puis l'autre qui réalise, etc., qui machin. Ce qui fait que ni d'un côté ou de l'autre, on n'a pas le héros qui est tout blanc et l'ennemi qui est tout noir. On a des personnages un peu plus troubles, un peu plus intéressants du coup. Christine se fait juste tabasser, puis après on lui met un bouton dans la main. Bien sûr que ce n'est pas la seule approche, on en a aussi d'autres. On a aussi maudire la victime en prenant un grand risque, et là c'est celui qui jette le sort, qui prend un gros risque, mais qui est déjà lancé comme ça dans une sorte d'opération kamikaze, où de toute façon perdu pour perdu, il y va, il joue le jeu, et puis à un moment donné, il va trop loin, et justement ses forces obscures vont peut-être se retourner contre lui, sans forcément épargner la victime non plus. Mais ça c'est autre chose. Ganush n'est ni dans un cas ni dans l'autre. Ganush a encore une fois un millefeuille. Donc Christine est évanouie, les flics arrivent ensuite. Donc elle a essayé de la défoncer à coups de briques, elle a essayé de la tuer, et au moment où Christine est la plus vulnérable, c'est-à-dire au moment où elle est presque évanouie, presque KO, au moment où elle peut donc vraiment la tuer, elle la laisse vivante, et préfère la maudire à la place. En lui disant bien sûr, dans 3 jours, c'est toi qui viendras me supplier. Voilà ce que Ganush lui dit du coup. On retrouve ici un peu la fierté un peu de Carswell, qui voulait voir ça, qui voulait voir ses ennemis qui l'ont traité de menteur, ou en tout cas qui lui ont dit qu'il avait tort, voir ces gens en fait ramper à terre, lui demander pardon et dire qu'il avait raison. On retrouve un peu cette hauteur-là. Donc la police va intervenir, ils vont mener l'enquête, etc. Donc ils sont là, Clay arrive, donc le copain de Christine, le professeur. Il arrive, donc il la prend dans ses bras, tout ça, il essaie de la réconforter, et c'est lui qui la ramène en voiture. Et là on a une première scène car ils vont s'arrêter en ville, alors je sais pas s'ils veulent aller au resto ou ce qu'ils veulent faire, mais Christine commence à entendre des choses, elle commence à entendre des voix, elle demande à Clay, mais t'entends ça ou pas? Et Clay dit, bah non, j'entends rien du tout. Et là elle se retourne et en face, donc elle regarde un néon circulaire, et en face en fait c'est une maison de médium où on peut aller se faire lire sa bonne aventure. Et elle dit qu'elle veut y aller. C'est assez soudain, on voit pas vraiment ce qui l'amène à ça. Et bien sûr son copain n'y croit pas, il est là, mais non mais t'es sérieuse toi? Enfin non mais pas ce soir quand même. Si, elle veut là tout de suite, elle veut qu'on lui lise son destin quoi, elle veut qu'on lui lise son avenir. Donc il finit par accepter de la suivre et il rentre et il découvre donc un autre personnage du médium ici, il s'appelle Ramjaz donc. Alors là pareil, Raj, donc le médium là sort un peu de nulle part. Que Christine s'arrête tout d'un coup devant un néon et se dise t'entends ça? Il faut que j'aille me faire lire ma bonne aventure. Ce pressentiment qu'on ne lui voit qu'une seule fois et qui ne revient jamais est de trop. D'autant plus c'est un problème très facile à régler. Il aurait suffi que Raj soit un des clients de Christine. Parce que Christine, encore une fois, finalement, dans le fond, n'est pas une si mauvaise personne que ça. En tout cas, moi, je la vois comme ça. Même si la morale à la fin est un peu autre. Mais pour moi, Christine n'est pas un mauvais personnage. Donc, ça ne serait pas étonnant que parmi tous les clients qu'elle a, qu'il y en ait un qui ait une certaine sensibilité justement aux esprits, on va dire, qui serait Raj en l'occurrence, qui, en venant un jour juste pour régler un point sur son contrat, etc., en serrant la main de Christine avant de partir, se rend compte que quelque chose ne va pas. Et là qu'il commence à lui parler. Ça réglait la question. Ça réglait la question très facilement sans ce délire bizarre du « je ressens quelque chose ». Elle n'a jamais rien ressenti après. Donc qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là exactement? Elle a peut-être ressenti l'appel de Raj. C'était un instinct de survie, comme si elle a senti que son salut passait par ce médium, ou en tout cas que quelque chose là-dedans pouvait l'aider. Ou est-ce qu'elle a senti qu'elle était menacée, qu'il fallait se réfugier quelque part, que c'était le premier endroit qui se proposait? Pareil, c'est pas solide malheureusement. Et encore une fois, ça pouvait se régler très facilement. Il va y avoir un échange un peu tendu avec le professeur, qui lui ne croit pas du tout à cela. Donc ils vont un peu se prendre la tête là-dessus. Pour le professeur, c'est une arnaque. Pour Ramjaz, s'il n'est pas content, il n'a qu'à partir. Christine veut quand même le faire. Donc il finit par accepter pour $60 de lui lire son avenir. Alors très rapidement, il découvre pour le bouton. Il dit, vous avez perdu quelque chose. Non, on vous a pris quelque chose. Le bouton de votre manche. Et là, effectivement, on lui a volé son bouton. Bouton du manteau. Du coup, il essaie de continuer, mais petit à petit, en fait, quelque chose commence à se présenter dans la pièce. Quelque chose commence à alourdir la pièce. Et là, il réalise, en fait, tout d'un coup, il a une vision du démon, de la Lamia. Donc, il panique. Donc il interrompt la séance en disant non, c'est bon, machin. Et Christine, il dit bon, il est tard, je vais vous rembourser bien sûr, c'est pas la peine de rentrer chez vous. Et Christine lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment elle le sait? L'infestation n'a pas encore pris assez de puissance pour que ça se justifie. Mais bon, le film va très vite quoi, Et donc elle demande, elle insiste, elle veut quand même une réponse. Et Ramjaz il pose quelques questions, il fait vous avez été dans un cimetière à un moment donné, vous avez désacralisé une tombe en ce moment? Il fait bah non. Il fait est-ce que vous avez, je sais plus ce qu'il lui demande si elle l'a fait. Elle fait bah non, pas du tout. Et d'ailleurs j'aime bien parce qu'on dirait des petits clins d'œil au roman de James parce qu'il a une histoire justement où un homme qui habite à côté d'un cimetière voit qu'on a enterré une dame. Alors je sais plus quelle est l'histoire exacte, mais il me semble que cette dame a accumulé de la richesse mais d'une manière assez abjecte et les gens ne veulent pas de son argent. Donc en fait je crois qu'au moment de l'enterrer, je sais plus si c'est le responsable des pompes funèbres qui vient lui remettre du coup une bourse d'argent qu'il lui avait remise. Il l'enterre avec. Ce qu'il faut préciser, c'est que même le fossoyeur en fait ou le chargé des pompes funèbres ne veut pas de cet argent, ne veut pas de l'argent de la défunte. Alors, je ne sais vraiment pas ce qu'elle faisait de sa vie, mais personne ne veut de son argent. Et donc notre héros
est témoin de cette scène et en pleine nuit va aller déterrer en fait le cercueil pour récupérer cet argent. Et ça, ça va lui coûter cher, on va dire. Bien entendu, il va se faire hanter par l'âme, enfin par le fantôme de cette vieille dame. Et donc il lui pose ces questions-là et il lui fait, dans ce cas, la seule chose que je vois, c'est qu'on vous a maudit en fait. Quelqu'un vous a maudit. Et donc il repart de là et Clay fait tout pour convaincre Christine que qu'il n'y a rien à craindre en fait, que c'est des conneries tout simplement. Donc elle lâche l'affaire. Elle lâche l'affaire. Et ce soir-là, on a une des premières manifestations du démon qui, comme je le rappelle, n'est pas du tout subtile. Donc Christine est en train de cuisiner un gâteau. Elle est à la maison, elle cuisine un gâteau parce qu'elle va bientôt rencontrer les parents de Clay. Et pendant qu'elle cuisine les gâteaux, elle tombe sur une vieille photo d'elle. Et on se rappelle d'ailleurs que la mère de Clay avait dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fermière? Parce qu'en fait, elle vient de la ferme, elle vient de la campagne, quoi. Et il y a une photo où on la voit jeune, Christine, elle a gagné un prix de la meilleure éleveuse de cochons, je sais pas quoi, et il y a un cochon à côté. Et effectivement, elle est un peu plus, elle est très forte. Elle paraît beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en ce moment. Elle plie la photo et la jette. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'elle entend du coup un bruit, la porte qui s'ouvre, métallique qui grince. Et ça rappelle effectivement le film des années 60. C'est quand le démon arrive, ce bruit métallique qui l'annonce. Christine va entendre cela, et là, effectivement, les lumières vont s'éteindre, et le démon entre en scène. Il la chope, il la frappe, il la bat, il la jette de tous les côtés, et il repart. Il repart comme il est arrivé. Donc voilà ce que le démon compte faire d'elle pendant les 3 jours avant de prendre son âme, quoi. Et Christine est en panique. Clay arrive à ce moment-là. Clay va toujours rater ces moments-là. Il va toujours rater les interventions du démon. Et pareil, je pense que c'est regrettable, du coup. Parce que concrètement, quel va être le rôle de Clay dans cette histoire? Clay va être, en fait, le personnage qui est habituellement le héros dans ces histoires de James. C'est lui le scientifique, c'est lui la personne qui ne croit pas, qui va être soumise à cela, et qui va mettre du temps à être convaincu. Ce personnage, en somme, est la voix de la raison. C'est celui qui relativise les événements par une pensée raisonnée et sûre dans ses convictions. Il est solide, il est inébranlable dans sa confiance dans l'approche scientifique, et ce qui va rendre d'autant plus appréciable le moment de sa chute, le moment où il flanchera, où il aura un doute. C'est souvent ce qu'on aime chez ce personnage. Et on va presque avoir envie de lui dire, ah t'as vu? Ah bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra à douter. Parce que nous, depuis le début, on savait bien sûr que c'était paranormal, tout ça. Pourquoi il restait aussi obstiné à conserver sa méthode raisonnée? Alors que si on se retrouvait dans la même situation aujourd'hui, bien sûr qu'on commencerait par cela. On se dirait pas, si là demain mon armoire s'ouvre toute seule, je me dirais pas, tiens, s'il y a un esprit présent. Et si une personne me dit que c'est le cas, je commencerai à lui dire, mais non, attends, c'est bon, si ça se trouve, c'est juste, les gonds qui sont un peu trop huilés. Voilà, j'aurais la même approche. Mais on aime bien se projeter dans ces personnages, dans ces assurances, et le voir tomber de haut. C'est ça qui nous plaît au final. On pourrait quand même se demander d'où vient cette euphorie, ce plaisir à voir ce personnage sûr de soi redescendre, tomber de son piédestal. Donc déjà, il y a le plaisir pervers de la chute, il y a le plaisir pervers de voir la chute, mais en plus, il y a le plaisir je te l'avais dit, I told you so. Il y a le plaisir du spectateur qui sait qu'il a raison, qui sait que le paranormal existe bien, le film le lui a prouvé, donc il n'y a aucun doute là à cette heure-ci. Surtout pas avec ce film-là. Un film subtil l'aurait un peu mieux fait, et on aurait pu tergiverser de l'un à l'autre. Oui, mais attends, qui a raison? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est Chris? Est-ce que c'est Christine? Etc. Enfin, on aurait pu hésiter entre les deux, mais là, on sait très certainement que le paranormal existe, c'est un fait dans ce film, dans cet univers, en tout cas. Donc nous, on l'a très rapidement accepté, on est venu pour ça, pour se marrer, pour regarder un film d'horreur. Donc ce personnage qui ne nous croit pas, qui n'écoute pas, on attend qu'une chose, c'est quand il va enfin s'en prendre plein la gueule, et là, on est content. Ça fait presque penser, même si ce n'est pas tout à fait ça fait penser à ces spectacles de marionnettes où le marionnettiste joue sur la patience et l'impatience des enfants en demandant avec sa marionnette, justement, la victime, mais où est le diable? Mais il y a un diable, mais non, je n'ai pas vu de diablotin, mais si, et les enfants qui hurlent, mais si, il y a un diablotin dans le puits, il y a un diablotin avec un bâton. Et le personnage ne croit pas, et au moment où il va jeter un coup d'œil, il se fait enfin punir, là, c'est l'euphorie. Ça me fait curieusement penser à un plaisir tout aussi enfantin. Et d'ailleurs, si on reprend Hell House, le roman de Richard Matheson, le scientifique dans ce roman, c'est lui qui met au point la machine qui dissipe les entités fantomatiques, qu'il assimile à une sorte d'énergie, en fait, tout simplement, une sorte d'énergie magnétique. À la fin, quand il comprend qu'il s'est fait berner et qu'en réalité quelque chose ne marche pas, que quelque chose met en échec sa réflexion, son raisonnement, il meurt sans comprendre. Il meurt en refusant. Il n'arrive pas à intégrer ces nouvelles données. Parce que tout son raisonnement mène à toute cette pragmatique, donc mène à la création d'une machine qui, une fois mise en marche, clean tout l'espace. Donc c'est fini. Les apparitions, les manifestations ne devraient plus avoir lieu. Sauf que quand il rentre dans la maison alors je sais pas vraiment ce qu'il mesure, ce sont les manifestations électromagnétiques, en tout cas dans la maison, tout d'un coup, celles-ci se remettent à renaître, comme si elles se reproduisaient, comme si elles se recréaient d'elles-mêmes. Alors que sa théorie veut que ces énergies-là soient en fait ce qui reste d'un humain au départ, dont les manifestations de l'esprit très fortes ont imprégné l'espace et ont laissé, si on veut, ces ondes-là, ou en tout cas cette présence-là, qui n'est pas tangible pour le coup. Mais cette force, si on peut l'appeler une force, ne vient pas de rien, elle vient quand même de cet individu. Une fois que cet individu n'est plus dans l'équation, ces forces peuvent continuer à agir, mais une fois qu'on les dissipe,
elles ne peuvent pas se recréer, vu que la source n'est plus présente. Mais une fois qu'il retourne dans la maison, une fois qu'il a lancé la machine, donc effectivement, force, il mesure la force en question, les forces présentes, 0, sur son voltmètre, je ne sais pas. Et en visitant un peu la maison, petit à petit, en fait, ça revient, ça remonte. Il voit un petit pic, puis il comprend pas, puis il voit que ça monte, et en fait, la force redevient tout aussi puissante qu'au départ. Et là, ça lui pète à la gueule, en fait, tout part dans tous les sens, je crois que sa machine lui éclate au visage, enfin, il meurt en hurlant, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc là, curieusement, on a un scientifique qui n'arrive pas, qui flanche d'une manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à intégrer la nouvelle donne, alors que son approche voudrait que justement, que cette nouvelle donne, qu'il l'intègre et qu'il revoie du coup sa théorie et qu'il la reformule autrement. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Parce que là, pour lui, clairement, ça ne peut pouvoir dire qu'une seule chose, paranormal. Or, non. Il n'y a pas de... Enfin, non. Ça doit pouvoir s'expliquer. Donc, il meurt sans comprendre, il meurt en refusant de comprendre. C'est une mort assez intéressante. Je ne dévoilerai pas toute l'histoire ici, mais je me demande si ça a été adapté en film. Auquel cas, un jour, je pourrais peut-être en parler. Parce que c'est vraiment intéressant, Hell House. Malheureusement, dans notre histoire ici, le scientifique est trop mis à l'écart et il n'intervient concrètement dans l'histoire. Je veux dire qu'il n'est confronté aux choses qu'à la toute fin. Mais notre intérêt pour lui et notre intérêt pour ce qui pourrait lui arriver ou ce qu'il pourrait découvrir, c'est irrévocablement atténué. Donc c'est dommage. Ici, ce n'est pas lui le héros du coup. Il a ce rôle, mais ce n'est pas lui le héros qu'on suit. On suit Christine qui, elle, est dès le départ convaincue. Dès le départ. Sans raison vraiment concrète d'ailleurs, a voulu qu'on lui lise son destin un peu, comme si elle se doutait de quelque chose, et qui est très vite convaincue par Ramjaz, qui croit qu'il y a quelque chose. Elle ne doute pas une seconde. Elle est accompagnée quand même par ce professeur qui lui doute, qui est son copain, qui doute, mais qui ne sera jamais directement confronté aux événements. Et du coup, c'est dommage. Il aurait été plus intéressant qu'il y soit lui aussi confronté, que malgré tout, il continue à persister dans sa voie. À aucun moment, il ne verra ces événements-là. Donc, il a tout à fait raison. Donc, n'importe qui d'autre aurait de toute façon contesté ces événements. Alors que l'écriture habituelle de ces personnages-là chez James, c'est que, justement, ce sont des personnes qui mettent la raison en avant tout, et que ces raisonnements scientifiques ne tiennent pas la route face aux événements auxquels ils vont être confrontés. Clay ne va être confronté à rien du tout. Par contre, il va voir effectivement sa copine qui se désagrège, et il va vouloir l'aider comme il peut. Et si pour ça, il faut qu'il l'accompagne à une séance de spiritisme, bah, il ira. C'est ça qui va se passer. J'ai clairement l'impression que c'est un raté dans son écriture. Il manquait quelque chose là, il fallait en faire autre chose de Clay, qu'ils n'ont pas trouvé. Bref, toujours est-il qu'il arrive et que quand il voit que la maison est un sac, il se dit mais merde, mais Madame Ganouche t'a suivi en fait, c'est pas possible. Christine lui dit mais non, c'est pas Ganouche, c'était quelque chose de bizarre, c'était parce que j'ai vu une ombre qui au départ ressemblait à une femme et cette ombre de femme a ensuite pris la forme d'une chèvre et puis finalement on a vu la tête du démon en fait avec les cornes et tout cela. Donc pour elle non, c'est pas Madame Ganouche. Et Clay pour lui bah si forcément c'est Madame Ganouche, c'est le choc qui te fait parler, qui te fait délirer, etc. Donc bref, ils appellent la police en étant persuadés que c'est Madame Ganouche, sauf que la police ne fera jamais rien en fait. On ne verra jamais la police intervenir, la tenir informée de l'évolution de l'enquête. Cette Madame Ganouche a quand même essayé de la tuer dans son parking et a essayé de la tuer, en tout cas on croit qu'elle a essayé de la tuer chez elle. Bah, il y aura pas d'enquête, hein. On n'aura pas de partie policière dans cette histoire. Alors cette nuit-là, quand Christine va dormir, elle va faire un cauchemar. On va revoir la fameuse mouche. La mouche va souvent apparaître pour nous annoncer comme ça la présence du démon et la mouche va pénétrer dans la bouche de Christine pendant qu'elle dort. Et là, elle va faire des cauchemars où elle va voir en fait Madame Ganouche qui la tourmente, qui la bat, qui lui hurle dessus, etc. On va comprendre assez rapidement que Madame Ganouche est morte. Et effectivement, elle va hanter elle aussi Christine. C'est qui est aussi une autre faiblesse du film. Madame Ganouche est un méchant redondant. C'est un méchant assez mal écrit. Madame Ganouche va hanter Christine exactement comme le démon va la hanter. Elle fait doublon. Ce n'était pas du tout le rôle de Carswell. Carswell ne hantait pas. Carswell savait manipuler des forces démoniaques pour les diriger vers ses cibles. Et derrière, il faisait un peu le kéké, mais ce ne sont pas ses pouvoirs directement à lui. Ce sont les pouvoirs d'autres choses. Là, que Madame Ganouche hante Christine, quel est l'intérêt, vu que de toute façon, il y a la Lamia qui est un démon qui vient pour son âme, qui la gifle, qui la tape dans tous les sens. Donc on a deux esprits qui tabassent Christine dans tous les sens, ce qui n'est pas nécessaire, car le rôle d'une Ganouche vivante, humaine, présente dans l'histoire, comme troisième personnage dans ce cercle-là, justement, entre Christine, le démon, et celui qui lui a jeté le sort, quand on verra tout à l'heure, en plus tard, que Christine va essayer de renvoyer le sort sur Ganouche, c'est plus intéressant si Ganouche est vivante, capable de se défendre et tout cela. Bon, on aura une alternative différente, mais on va voir ce que ça donne. C'est moins intéressant. Mais en tout cas, voilà, grosse erreur d'avoir tué Ganouche, d'autant plus que Ganouche meurt hors caméra. On sait pas comment elle est morte, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ganouche balance son sort. Déjà, il semble y avoir aucun prix à payer pour ce sort, pour ces malédictions à balancer. Après avoir essayé de tuer Christine, elle lui balance son sort, elle se barre et elle meurt dans l'histoire. Elle apparaît plus, sauf en tant que fantôme vindicatif. Très faible, j'ai envie de dire, très faible. On avait la peur chez Carswell. C'était beaucoup plus intéressant l'histoire d'un Carswell paniqué, l'histoire d'un Carswell qui sait qu'il a déclenché quelque chose mais que ça peut lui retomber dessus, donc il n'est pas si à l'aise qu'il essaie de le faire croire. Ce personnage tel qu'il est créé avec ses pouvoirs qu'il a, ses pouvoirs de sorcière, ses pouvoirs de balancer comme ça des malédictions sur des gens et que ça a bel et bien effet,
à quel moment elle vient négocier à la banque un troisième prêt en pleurnichant, en se mettant à genoux. Si elle a ces pouvoirs-là, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle puisse faire d'autres choses quand même, hein. Qu'elle puisse faire du chantage, parce que si c'est de l'argent qui lui manque, ce personnage ne devrait jamais avoir de problème d'argent. S'il est si simple pour elle de maudire des gens et de leur envoyer un démon, bah le chantage me semble vraiment une piste appropriée. Ça semble pas non plus être une personne que ça dérangerait, vu ce qu'elle est prête à faire à Christine pour lui avoir refusé un troisième prêt, en sachant que très bien que ce n'est pas sa décision, c'est la décision de son patron. Donc le personnage est un peu paradoxal. Il aurait été intéressant par exemple que Ganush soit en fait une sorcière désemparée, parce qu'elle s'est faite elle aussi avoir par ses propres démons qu'elle a convoqués, et que du coup les biens qu'elle a, elle n'arrive pas vraiment à en profiter, et que par exemple que l'histoire de la banque ne soit pas une histoire d'hypothèque, mais peut-être une histoire de blanchissement d'argent, de l'argent qu'elle essaie de placer pour pouvoir acheter des choses pour ces fameux démons-là auprès desquels elle s'est engagée, mais cet argent n'est pas blanchissable parce qu'on n'arrive pas à s'en expliquer l'origine ou je ne sais-je, des biens dont elle n'arrive pas vraiment à en profiter. Un truc qui rappelle un peu la pomme du singe. En tout cas, qu'elle soit dans une situation complexe dans laquelle elle s'est mise d'elle-même à vouloir fricoter avec les démons, et que dans ce désespoir-là, que Christine la laisse tomber, que la banque ne l'aide pas, parce qu'elle a besoin de biens matériels, parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'il faut à tout prix que je leur achète, je sais pas moi, les 14 vaches qu'elles m'ont demandé de sacrifier, je n'ai pas de quoi acheter les 14 vaches. Je sais rien, moi je dis n'importe quoi, mais voilà, en fait, que la banque la met dans la merde par rapport à ce contrat dans lequel elle s'est engagée. Et que du coup, se sachant niquer de toute façon, qu'elle en profite quand même pour partager un peu la malédiction. Et que du coup, qu'elle plonge Christine dedans. Et du coup, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne dans l'embarras ici, qu'il y en ait deux, mais pas de la même façon. Ganesh essayant de vendre Christine pour se sortir du deal, Christine essayant de sauver sa peau et de renvoyer du coup le sort sur Ganesh, etc. Enfin, et le démon qui est là, qui arrive, voilà. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais non, Ganesh meurt, Ganesh n'a jamais peur, Ganesh est une sorcière surpuissante apparemment, mais qui a quand même des problèmes de thunes. Bon, c'est maladroit, car Sway était beaucoup mieux écrit. Alors la paume du singe, ou plutôt la patte du singe, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, il faut savoir que c'est une petite nouvelle d'horreur, c'est un grand classique, de William Jacobs, je crois, qui raconte l'histoire d'une famille. Alors il y a un père, une mère et un fils, qui reçoivent la visite donc d'un militaire qui revient de l'Inde, donc c'est en Angleterre, donc c'est un militaire qui revient de l'Inde, et qui a ramené de là-bas un cadeau d'un fakir, qui est une patte de singe momifiée. Alors cette patte de singe alors je sais plus si c'est 3 doigts qui permettent justement de faire 3 souhaits, ou si je l'ai vu plutôt dans une adaptation, où justement on a les 3 doigts qui se replient à chaque fois qu'on fait un souhait, chaque doigt se replie, mais bref, donc il y a une patte de singe momifiée qui permet de faire 3 doigts. Alors il faut savoir quand même qu'il y a un loup, c'est-à-dire que le fakir l'a fait en faisant en sorte qu'il y ait des conséquences néfastes à chaque souhait. Une façon comme ça de punir les gens qui voudraient changer le destin. Sauf que si ces gens arrivent à changer le destin, c'est grâce à la patte de singe que lui-même a créée pour permettre de changer le destin. Donc il tente les gens tout en les punissant derrière d'accepter la tentation. Un peu sadique quand même le fakir au départ. Mais bon, ce n'est pas la question. Toujours est-il que ce colonel là qui revient des Indes a utilisé la patte en question et n'en veut plus. Il n'en veut plus, donc quand il arrive chez cette famille, il est invité à souper ou que sais-je, il décide de jeter la patte dans le feu en disant non, ce truc je ne veux plus l'utiliser, je n'en veux plus en fait. Sauf que le père va récupérer la patte dans le feu et lui dit mais attends une minute, si cette patte permet de faire des vœux, des souhaits, je veux tenter. Sauf que le militaire en question lui dit ouais mais je te préviens, si tu te le fais, tu creuses toi-même ta propre tombe, hein. Voilà, faut le savoir. Le père n'écoute pas, le fils ça le fait marrer et la mère aussi je crois. Donc une fois que le militaire est parti, le fils dit au père bon bah vas-y teste là la patte, fais un souhait. Et le père fait le souhait de recevoir je sais pas une centaine de livres, donc ce qui était une fortune à l'époque. Il veut avoir 100 livres, voilà. Et au moment où il fait le souhait, si je me rappelle bien, je crois que la patte se met à bouger. Alors ça rappelle vachement aussi les romans de M.R. James, justement, où en fait l'objet maléfique des fois va bouger, va gigoter dans la main. Et c'est une alerte, ce qui prévient que quelque chose a été mis en route. Et après, quelque chose se déroulera plus tard. Mais là, en tout cas, on a tout de suite un signe qu'on a déclenché quelque chose. Donc il fait son souhait tranquille. Le lendemain, le fils va travailler et dans la journée, un des collègues du fils débarque à la maison en catastrophe en disant qu'en fait que le fils a eu un accident, qu'il est mort sur le lieu de travail à l'usine et que l'entreprise, s'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que l'entreprise en question, l'entreprise où travaillait le fils, en fait, tout en ne reconnaissant pas sa culpabilité, veut quand même dédommager la famille de 100 livres. Donc le père a eu ses 100 livres, mais c'est passé par la mort du fils. Et c'est ça en fait un souhait qui se retourne contre celui qu'il désire en fait, celui qui le formule. Et là ça marche bien. Et donc il reste 2 souhaits. Donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont enterrer leur fils, la mère va être dévastée et elle va dire au père fais un autre souhait, fais le souhait que notre fils revienne. Et donc bien entendu, donc ils ont enterré le fils assez loin de la maison, mais dans la nuit, donc le temps qu'il faudrait après le souhait pour quelqu'un qui mettrait à arriver à la maison, au bout de ce temps-là, quelqu'un frappe en bas. Quelqu'un frappe à la porte de la maison. Alors faut lire la nouvelle, hein. C'est vraiment très flippant comment ça se passe. La mère, elle est en extase, elle va aller ouvrir à son fils, mais le père il réalise que vu l'accident que son fils a eu, et l'état dans lequel était son corps, que la chose là qui est sortie, que si la mère voit cette chose, ou même si lui la voit, non seulement ils risquent de perdre leur raison, mais leur cœur risque de s'arrêter.
et que ce n'est pas son fils là qui est là en bas en train de frapper à la porte. Donc il faut à tout prix qu'il arrête cela. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il souhaite aussitôt, donc ce qui gâche le dernier souhait, c'est qu'il souhaite aussitôt en fait renvoyer son fils de là d'où il vient. Et donc la mère ouvre la porte et elle est toute chagrinée de ne trouver personne. C'est juste à ce moment-là qu'elle ouvre la porte. Donc il y a un petit suspense comme ça avant qu'il fasse le souhait. Alors ce qui est dommage, c'est que le deuxième et le troisième souhait s'annulent. Il n'y a aucune conséquence au deuxième souhait par le fait justement qu'il faudra utiliser le troisième souhait pour le contredire. Alors que le premier souhait notamment était double. Et chaque souhait aurait dû être comme cela, double. Enfin quand je dis double, c'est-à-dire qu'il avait deux couches. Le souhait et la conséquence venant derrière. Et la conséquence qui est la réalisation en même temps. Ici, il n'y a pas de conséquence réelle à la seconde. En réalité, ce qui est demandé est fait. Il aurait fallu que le fils ouvre la porte et tue la mère, par exemple. Ou en tout cas qu'elle meure de peur, qu'elle meure de trouille. Donc le fils est revenu, mais ça a coûté la vie à la mère maintenant. Donc maintenant, il a une autre morte et un mort-vivant. Et donc il doit faire un troisième souhait. Troisième souhait qui va aussi avoir une incidence. Peut-être les renvoyer du coup, les renvoyer dans l'au-delà. Peut-être les renvoyer à leur repos éternel, etc. Et en faisant cela, à la rigueur, donc quelle aurait été la malédiction possible pour ce troisième souhait? Peut-être ouvrir les enfers et en fait, sans le vouloir, les renvoyer en enfer. Peut-être dans la peur qu'il le formule d'une mauvaise façon et qu'en fait, finalement, qu'il disparaisse, certes, mais finalement, c'est pour être envoyé en enfer. Et que du coup, le père doit finir ses vies en comprenant et en assumant le fait qu'il a envoyé sa femme et son fils en enfer, par exemple. Bon, je suis pas sûr de la chute du troisième souhait, mais voilà, je crois que j'ai quand même expliqué ce que j'aurais préféré, c'est que chaque souhait soit autonome et comporte en lui-même, en fait, sa propre malédiction, son propre petit loup, hein, le loup qui est bien caché dans le souhait derrière, et donc fais bien gaffe à ce que tu souhaites. Et donc là, le deuxième et le troisième souhait s'annulent, donc c'est un peu dommage, tel que c'est présenté dans la nouvelle, je trouvais. Voilà. Enfin, sauf si on se dit que la mauvaise conséquence du deuxième souhait, c'est d'avoir redonné espoir à la mère pour finalement lui dire non, ton fils est bien mort, en fait. Donc finalement, la désespérer à fond, enfoncer encore plus loin son désespoir. Donc comme faire croire à quelqu'un qui vient de perdre un proche que ce proche n'est pas mort, mais en fait que si. C'est peut-être ça la conséquence. Et peut-être que la conséquence du troisième souhait, c'est peut-être le dépit du père qui finalement se réalise qu'il a très mal utilisé cette main de singe, cette patte de singe. Et c'est peut-être ce regret constant pour toute sa vie d'avoir eu à faire 3 souhaits qui les a très mal faits. Il aurait dû faire des souhaits plus sympas, souhaiter le bonheur sur terre. Ouais, mais bon, vu que le bonheur, par exemple, d'un sadique, c'est de voir les autres souffrir. Ouais, bon, bref. Bon voilà, en tout cas, c'est l'histoire de la patte de singe. Donc bien sûr, le fait d'avaler cette mouche, ça fera pas du bien à Christine, qui le lendemain au boulot, Stu va venir, Stu, donc c'est l'autre mec qui veut son poste là, va venir lui poser quelques questions par rapport au boulot, parce que vu que lui vient de débarquer, il a besoin qu'elle le forme un peu. Sauf qu'elle va pas aller très bien, elle va avoir des hallucinations, elle va voir sur sa table, pendant que Stu a ses mains sur la table de Christine, elle va voir les mains de Madame Ganesh, qui la première fois qu'elle s'est présentée avait les doigts tellement sales qu'elle tapotait comme ça sur la table, avec des ongles crades au possible, et Christine va voir ça. Donc elle va hurler, dégage de mon bureau, etc. Donc, et là, elle va se mettre à couler du sang, enfin, son nez va se mettre à couler du sang, puis elle va même vomir du sang, je sais plus quoi. Elle va tâcher les directeurs, tout ça, panique à bord, elle part de là en courant, rien ne va plus, quoi. Rien ne va plus, son corps commence à partir en couille. Et pendant qu'elle s'échappe, Stu en profite pour lui piquer un dossier. Alors, on comprend que ce dossier a une importance parce qu'à un moment donné, son patron lui a dit, quand il a renvoyé Ganesh, très bien, bravo. Donc, maintenant, vous m'avez prouvé que vous savez prendre des décisions difficiles. Maintenant, prouvez-moi que vous pouvez conclure une affaire, et cette affaire-là en question, c'était ce dossier-là. Et Stu en profite, vu qu'elle crache du sang partout, qu'elle part en courant, Stu en profite du coup pour piquer le dossier. Donc, Christine n'est pas tout à fait folle, elle a compris que Ganush a quelque chose à voir avec tout ça, et elle va essayer de se rendre chez elle pour essayer de régler la chose, quoi. Donc, essayer de lui demander pardon. Donc, elle va se rendre chez Ganush, elle va tomber sur la petite fille de Ganush, qui va se comporter comme une véritable connasse aussi, hein, littéralement, qui va insulter Christine, qui va lui dire vous étiez grosse quand vous étiez petite, parce que j'arrive à le voir. Donc, apparemment, tous les tziganes ou tous les gitans sont tous des sorciers ou ont tous des pouvoirs maléfiques, apparemment. Et Christine va lui dire mais non, mais je suis là pour lui demander pardon, je peux peut-être lui avoir le prêt qu'elle voulait, s'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose, quoi. Il faut qu'elle enlève cette malédiction qu'elle m'a jetée. La petite fille va lui faire ah ouais, donc tu crois que tu peux arranger les choses? Vas-y, descends, va la voir, va arranger les choses. Et bien sûr, Christine va descendre, et en fait, elle tombe en plein enterrement. Ils sont en train d'enterrer Madame Ganush qui est morte. Il y a son cadavre qui est là, ils sont en train de boire, de faire la fête pour l'enterrement. Elle est assez maladroite parce qu'elle tombe sur le cadavre va se renverser, va tomber sur Christine et va vomir du coup son liquide d'embaumement, liquide que Christine va avaler. C'est faut aimer, hein. C'est drôle au début, puis très rapidement c'est chiant en fait. Christine va pas arrêter d'avaler des trucs, elle va se battre contre des morts, des esprits, elle va bouffer des peaux, elle va bouffer du sang, des trucs, elle va tout bouffer, Donc elle part de là avec la petite fille de Ganush qui lui dit qu'elle a bien mérité ce qui va lui arriver. Donc Christine du coup désemparée, elle va retourner chez Ramjaz là, donc le médium, pour lui demander mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que machin. Et lui il va lui dire écoute, première chose que tu peux faire c'est déjà sacrifier un animal, quoi, sacrifier un animal à l'esprit pour le calmer. Il lui dit juste un animal, et elle fait mais non mais je suis végétarienne, moi je tue plus
animaux, etc. Et Ramjas lui fait, ouais, d'accord, mais tu seras bien surprise quand ce qui doit venir pour toi viendra. Tu seras assez surprise de constater les choses que tu es capable de faire pour sauver ta peau, tu vois. Et effectivement, Christine va rentrer chez elle. Et Christine, elle a un petit chat chez elle. On va venir. Hein. Elle a un petit chat chez elle. Et effectivement, chez elle, donc, on a une autre intervention du démon, une autre apparition du démon qui arrive, qui lui met des claques qu'il a fait. Mais là, ça y est, là, il l'a fait voler au plafond, il la fout par terre, il la jette sur une commode, il la met assez mal. Après l'avoir poursuivi dans toute la maison avec son ombre qui s'allonge dans tous les sens aussi. Hein. Et donc, Christine y échappe de très peu. Là, elle comprend qu'elle va y passer quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le petit chaton, elle l'appelle et on voit qu'elle tue le chaton. Elle le tue à coups de couteau. Puis ensuite, elle l'enterre. Donc, une façon pour elle, comme ça, de le sacrifier en offrande au démon. Et quand Clay arrive, il la trouve donc un peu agitée, un peu bizarre. Il lui dit, mais est-ce que tout va bien? T'as des taches de sang sur toi, est-ce que tout va bien? Et il lui fait, ouais, maintenant tout va bien aller. Donc elle y croit, quoi. Elle croit que ce sacrifice suffira. Donc elle a enterré le chat dans le jardin. Et donc ils se barrent. Donc ils vont faire ce fameux dîner chez la mère de Clay, où elle ramène un gâteau, d'ailleurs, le gâteau qu'elle était en train de faire la première nuit où elle s'est fait tabasser, là. Elle ramène le gâteau, elle tombe sur la mère de Clay. Donc, chez les parents de Clay, il y a un chat qui va cracher quand elle va s'approcher. Donc là, on est un peu dans les signes avant-coureurs. Quand une personne, justement, est poursuivie par un démon, on va avoir un peu son entourage qui va le sentir d'une façon ou d'une autre. Et souvent, les animaux. Là, c'est pas plus développé que ça. À part le médium, personne ne sent vraiment ce qui est en train d'arriver autour de Christine. Soit parce qu'ils ne le voient pas, soit les gens ne sont jamais là quand il faut, en fait, pour elle. Et donc, chez les parents de Clay, ça va assez mal se passer au début, puis ça va finir par bien se passer. Elle va finir par convaincre, ok, elle vient pas d'une famille noble ou quoi que ce soit, mais que c'est une bonne fille, quoi, en fait. Et donc, la soirée va bien se passer, donc ça va se détendre, ça va rigoler, etc. Et au moment de passer à son gâteau, qu'ils vont tous trouver délicieux, c'est là que la mouche qu'elle a avalée, qui faisait des bruits d'ailleurs dans son estomac, qui faisait des bzzz dans son estomac, c'est là que la mouche décide de sortir. Donc elle recrache la mouche, les gens croient que la mouche vient du gâteau, enfin ça part en couille, ça part absolument en couille. Et là, en plus, il y a le démon qui commence à frapper à côté, qui commence à faire du bruit à côté, et Christine commence à l'entendre. Elle a des hallucinations dans tous les sens, elle entend des bruits, elle sent des choses, voilà. Elle voit des choses, tous ses sens sont accablés, en fait. On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Apparemment, donc, les bruits que fait le démon à ce moment-là, les autres n'entendent pas, hein. Il y a qu'elle qui entend. Et donc, elle se met à hurler, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Et là, ils se disent, mais elle est folle, en fait. Les parents de Clay se disent qu'elle est folle. Donc, elle part en courant, et Clay va pour partir après elle, pour la rattraper, et ses parents le retiennent. En disant, mais non, laisse-la partir, tu vois bien qu'elle est pas bien, cette fille. Et lui, il reste là. Et ce mec est tellement bien sûr, on retrouve souvent ces personnages-là, on les retrouve en réalité, des gens complètement écrasés par les figures parentales, mais là, ce personnage est absolument à vomir, quoi. Il n'a aucune volonté face à ses parents. Absolument aucune. Donc, Christine va bien sûr retourner voir Ramjas. Donc là, elle le comprend pas. Elle a fait ce qu'il voulait, elle a tué son putain de chat, qu'est-ce qui se passe, machin. Et Ramjas lui dit, non, mais c'est pas une science exacte, meuf. C'est un truc qui aurait pu marcher, qui peut marcher, mais là, apparemment, pour ce démon-là, ça lui suffit pas. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, je connais une personne qui peut t'en débarrasser. Et bien sûr, il parle de Sandina, la médium du début du film qui, a 40 ans, a essayé de sauver le gamin, mais qui n'a pas réussi. Mais elle voudrait il faut $10,000 si tu veux qu'elle t'exorcise. Alors qu'elle avait juré de se venger, mais elle veut de l'argent avec, faut croire. Donc effectivement, Christine va essayer de regrouper l'argent, elle va vendre tous ses biens, elle va essayer de demander une avance sur son salaire, mais on va lui refuser au travail parce que son patron va lui dire, écoutez, il y a un problème parce que le dossier que vous aviez proposé, en fait, on a une banque qui avait fait une meilleure proposition. Comme s'ils savaient exactement ce que nous, on allait proposer. Ils ont fait une proposition juste adéquate, juste en dessous, pour récupérer l'offre à notre place. Donc, on est en train de mener notre enquête, mais pour moi, ça ne sera pas vous, en fait. Le poste responsable, ça sera Stu. Donc, Christine, c'est un peu la merde en ce moment dans sa vie. Tout s'écroule, quoi. Sa relation, son mec, son boulot, etc. Elle vend toutes ses affaires, elle n'arrive à avoir que $3,500. Et donc, elle est chez elle en train de déprimer. Elle va mourir, elle va se faire emporter par un démon, elle ne peut rien faire. Et c'est là que Clay intervient. Et en fait, il a été voir Ramjas, là, et finalement, il a payé lui-même les $10,000. $10,000. Putain, ça fait vraiment pas chier, Sandina. Parce qu'elle avait rien demandé aux Mexicains au début du film, Elle n'aura pas demandé d'argent, elle a commencé directement à essayer d'exorciser le gamin, Ils vont payer l'argent, donc Clay l'a conduit jusqu'à chez Sandina, et donc, ils vont faire la séance d'exorcisme, mais par contre, il faut pas que Clay soit présent. On sait pas pourquoi. Encore une fois, Clay, il faut surtout pas qu'il voit ce qui est en train de se passer. Comme ça, on le maintient vraiment dans ce rôle du pessimiste qui continue à dire, mais attends, mais tu te fais manipuler, je n'y crois pas, tu vois. C'est pas intéressant, il n'y a pas d'évolution pour son personnage, pas vraiment. Et ça, c'est vraiment très dommage. Donc, elle arrive à la séance, donc il y a Sandina qui est là, il y a Ramjas qui est là, et il y a l'assistant de Sandina. Donc bon, s'il peut y avoir l'assistant, pourquoi il peut pas y avoir Clay, je vois pas. Donc il commence la séance. Alors le but de la séance, ça va être en fait d'invoquer, donc de conjurer le démon, de conjurer la Lamia, et de la piéger dans le corps d'une chèvre qu'ils attachent en fait à la table. Donc l'idée, c'est de la passer là-dedans. L'idée donc, c'est que la Lamia possède Sandina, qui va l'invoquer, et quand la Lamia aura possédé Sandina, il faut que Christine place la main de Sandina sur la tête de la chèvre. Et comme ça, on emprisonnera la Lamia dans la chèvre pour ensuite tuer la chèvre d'un coup de machette. Donc ils font les incantations, tout ça, dans un grand salon. Et là, on a des esprits qui apparaissent. Et en fait, ces esprits sont un accident, en fait. Parce que pour faire venir la Lamia, il faut ouvrir un portail, le portail qui sépare les morts, les vivants, etc. Et autour de ce portail, il y a des âmes qui rôdent, des fois, des âmes
les âmes qui n'ont pas trouvé le repos. Donc ce petit détail-là, je l'ai bien aimé aussi, ça m'a rappelé un peu ce côté où ce n'est pas une science exacte, donc en fait rien ne va se passer exactement comme prévu. On n'ouvre pas juste un portail, on convoque la Lamia et la Lamia se pointe. On ouvre, il y a autre chose qui va venir avec. Et là on a plein de fantômes qui apparaissent autour de la table et qui viennent à eux. Et donc Sandina est obligée de faire un sort très puissant pour s'en débarrasser, pour les dissiper en fait. Et dès qu'elle les a dissipés, elle sent que la Lamia arrive. Et effectivement la Lamia arrive et possède Sandina. Et quand elle possède Sandina, premier truc qu'elle fait, c'est insulter tout le monde, dire que c'est tous des petites merdes, qu'elle en a rien à foutre de l'âme du chat de Christine. D'ailleurs elle va vomir le cadavre du chaton pour lui dire mais tu crois que je vais bouffer ça là à ta place? Non, moi ce que je veux c'est ton âme, je vais me faire un malin plaisir à te déchirer en enfer. Et en fait, Christine arrive à faire ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire choper la main de Sandina et la poser sur la chèvre, ce qui emprisonne du coup la Lamia dans la chèvre. Et du coup, elle gueule et tout, elle comprend qu'on l'a piégée, donc elle hurle, elle bêle quoi. Et du coup, l'assistant se lève avec la machette et va pour donner un coup, et ce con, il fait un geste débile quoi pour couper, donc il fait un grand mouvement pour tuer la chèvre, plutôt que de juste la planter quoi. La planter directement, poser la corde sur le cou, enfin faire un truc efficace quoi, pas faire un grand mouvement téléphonique qui va donner le temps à la Lamia d'esquiver, et bien sûr la machette s'abat sur la corde qui détache la chèvre mord l'assistant et du coup possède l'assistant. Et du coup l'assistant se met à flotter, à insulter tout le monde, à mettre des coups à tout le monde. Il dégage Ramjaz, elle dégage, je crois qu'elle était KO, de toute façon elle était KO après l'incantation, KO Sandina. Donc du coup l'assistant se met à flotter, il invoque des flammes venues des enfers. La scène est sympa. J'aime bien surtout comment il arrête pas d'insulter Christine, comment il arrête pas de la mépriser. Il lui faut à tout prix son âme. Et on sait pas pourquoi il tient à ce point à elle, on sait pas. Sandina va finir par se réveiller et va invoquer, donc elle va utiliser un sort encore plus puissant pour renvoyer la Lamia. Et ce sort en fait va lui coûter sa vie. Donc apparemment ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et ça finit par lui coûter sa vie. Alors quelque chose qui me choque vachement, c'est la colère de la Lamia. La Lamia est hyper énervée, très remontée envers Christine. Christine est juste une victime qu'on lui a offert en fait, qu'on a sacrifiée, mais Christine ne lui a rien fait dans l'absolu. Et la Lamia, dès qu'on l'invoque, elle insulte Christine, elle la traite de pute, de pétasse, La Lamia se permet de la traiter de cœur noir. Enfin, une insulte black-hearted bitch. Genre pétasse au cœur noir, mais d'où meuf? T'es un démon qui vient des enfers pour dévorer les gens. Enfin, c'est gonflé quand même. Mais encore une fois, je ne m'explique pas sa colère. La seule façon que j'ai de me l'expliquer, c'est encore une fois de poursuivre sur ma théorie du démon fait à partir de couches. C'est-à-dire qu'en fait, Sam Raimi s'est juste contenté de créer un démon en mixant tout ce qui traînait dans toute la cinématographie, filmographie du cinéma d'horreur. Et qu'en fait, oui, on a des démons très abusifs. Tels que Pazuzu. Je peux pas trouver mieux que Pazuzu. Mais c'est pour les démoraliser, c'est pour les casser, c'est avec des arguments. C'est quelque chose qui se tient. Ils sortent les dossiers. Ils ont des dossiers. Ils se contentent pas juste de dire que t'es une pute, tu vois. Enfin, c'est pareil, connard. De toute façon, t'es qu'un connard. Non. C'est pas ce qu'ils font. L'insulte, l'injure, la démoralisation est là pour en fait détruire, affaiblir l'autre. Et Pazuzu passe par la parole. Il passe d'abord par les coups, comme Toby et tout ça, par les petites manifestations, puis ensuite par les coups. Il cogne plus que Toby, hein. Pazuzu il cogne, il y va. Hein. Et après, une fois qu'il a possédé le corps, il utilise ce corps pour atteindre tout l'entourage, et là il insulte, il gueule, il insulte toute ta famille, quoi. Mais il insulte de manière intelligente, il manipule. C'est pas juste espèce de petite pute, tu vois. La Lamia débarque à la séance et traite tout le monde d'enfoiré. Dit ouais, gros connard, machin, etc. De toute façon, t'es qu'une petite merde, je vais te bouffer, t'es qu'une merde. Ouais, cet aspect est assez malaisant parce que ça rappelle quand même toutes ces histoires qu'on a pu voir sur des hommes violents envers leurs femmes, envers leurs compagnes. Ça me rappelle ces tableaux où on voit l'évolution, en fait, de la violence domestique. Donc, par quelle étape ça passe? Donc, avec les petits mots d'abord, puis ensuite les ordres contradictoires, les coups arrivent à la fin, bien entendu. La violence physique arrive à la fin, mais il y a aussi toute cette violence verbale qui est aussi en jeu et qui finissent complètement par détruire l'autre, la victime. Et ça fait vraiment un peu penser à ça. La Lamia fait presque penser à une femme abusive. Et ça aurait été assez drôle, d'ailleurs, que Christine ait quelqu'un dans sa vie, avec une relation peut-être un peu plus difficile, où on aurait pu avoir une couche comme ça, où on pourrait s'imaginer que la Lamia n'en est que l'incarnation. Que ce trouble, que cette violence que subit cette femme a fini par prendre presque corps, en fait. Et qu'elle se hantée par cette violence, qui finalement ne se limite plus au domicile, mais qui suit la personne sur le lieu de travail, qui la suit ailleurs, etc. C'est comme ça que ça se poursuit en vrai. Ces commentaires, tous ces abus, à un moment donné, ne s'arrêtent pas juste à la maison. Même quand on part, quand on sort, quand on s'en éloigne, elles nous poursuivent. Donc c'est une sorte de hantise. Il faut comprendre les différentes figures démoniaques ou de possession qu'on a. Ce n'est pas gratuit. C'est chaque chose à sa signification. Chaque procédé a un sens. Et il s'agit pas juste de tout mixer, en fait. Là, la Lamia insulte parce que d'autres démons ont insulté, mais elle a déjà le pouvoir. Quand Pazuzu insulte, c'est parce que c'est l'étape d'après.
Une fois qu'il a possédé, c'est l'étape d'après pour pouvoir toucher à cet entourage. La Lamia peut débarquer dans un espace et tabasser tout le monde. Pourquoi passer par l'injure quand tu peux tabasser tout le monde? La première scène de départ, elle est arrivée, elle tabasse tout le monde. La scène d'après, quand elle vient voir Christine, elle tabasse Christine. Elle tabasse tout ce qu'elle veut. Elle a une emprise physique sur le monde des vivants. Elle va même qu'elle ait possédé qui que ce soit. Donc elle n'en a pas besoin. Là, quand on l'a invoqué, ça aurait dû très mal se passer parce qu'elle aurait dû débarquer et dire non mais attendez, vous croyez que j'ai besoin d'un corps pour vous parler? Attendez, je vais vous parler moi. Et là, elle commence à tabasser tout le monde. Parce que c'est ce qu'elle fait de toute façon, c'est ce qu'elle sait faire. C'est un démon brutal. Dans la lignée de tous les démons de Sam Raimi, de toute façon, si on voit les Evil Dead, c'est des démons, ils débarquent, ils mettent des tartes. Ils mettent des tartes, ils peuvent posséder des gens pour mettre des tartes, mais là, la Lamia met des tartes sans posséder les gens. Elle arrive, elle débarque et bam, 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 dans ta gueule, tu vois. Attends, à un moment, elle a carrément soulevé Christine au plafond. Là, je parle même pas de pousser dans les escaliers, elle l'a soulevée au plafond pour la balancer sur un placard. Pourquoi insulter? Pourquoi faire? Je crois que je l'aurais préféré plutôt courtoise, voire même aimable. Ce qui aurait vachement surpris. Après tous les coups derrière, après toute cette violence et l'impétuosité de ces manifestations, tout de coup que quand enfin elle s'exprime, qu'elle soit absolument aimable. Ça aurait complètement retourné la situation, ça nous aurait surpris, ça aurait complètement déstabilisé Christine. Ce qui n'est pas sans rappeler l'autobiographie d'un pimp, où en effet un pimp raconte son passé et raconte surtout comment il manipulait ses prostituées pour qu'elles restent bien sous sa botte, pour qu'elles se tiennent bien droit. Il ne s'agissait pas seulement de les punir, mais il fallait alterner punition et récompense en fait, comme une sorte de dressage un peu. Il y a même une anecdote assez célèbre où il n'arrive pas à craquer une pute, c'est l'expression, craquer la pute, et il demande conseil à un vétéran pimp. Et ce vétéran pimp lui dit voilà ce que tu fais. Là elle dort, elle s'est assise à la maison parce que la fille ne veut plus travailler, elle fait pas trop d'efforts, elle fait 2 heures plutôt que 6, voilà. Il dit bah là tu rentres, il faut la surprendre sur plusieurs points. À la fois le moment de la punition, le moyen de la punition et la fin de la punition. Donc en fait, ce qui fait qu'il doit arriver chez lui, la trouver, donc arriver à une heure où il sait qu'il va la trouver en train de se reposer. Arriver à une heure où il va la surprendre. Et prendre un cintre en métal et l'étirer pour en faire un fil et la battre avec ça. Donc en fait, parce qu'il y a le choc du cintre en fait, ça fait presque battre un animal là. C'est ridicule, c'est de la torture. Et la battre, mais vraiment au seuil de la mort, et ensuite lui couler un bain chaud et la droguer pour faire partir la douleur. Ce qui fait que le pimp est à la fois celui qui est capable d'apporter et d'enlever la douleur, pas seulement celui qui est capable d'amener la douleur. Il brise et déstabilise mentalement cette femme, et il en fait un serviteur idéal. Bah, la Lamia aurait pu être un pimp. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que juste battre les gens et ensuite de les insulter. Même Pazuzu a un peu tenté ça, juste un peu, à certains moments, mais Pazuzu savait flatter. Pazuzu savait flatter, Pazuzu savait être correct, Pazuzu savait tenir une discussion. Donc Pazuzu a cet aspect gentleman monstrueux, la Lamia est juste un thug. Et donc en gros sa haine n'est pas claire, sa haine n'est pas clarifiée. Cette haine qu'elle a envers Christine est absolument gratuite, elle ne sert à rien. Il y a un sens de la haine de Pazuzu a un sens. C'est une haine qui vise d'autres gens derrière. La haine de la Lamia envers Christine qui en soi n'est que sa nourriture. Alors est-ce que sa façon de bien manger sa viande c'est de passer son temps à l'insulter? Ouais, peut-être c'est une façon d'assaisonner la viande ou de la ramollir, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Mais à ce moment-là, le tenderizing, bah là elle le fait déjà, elle arrête pas de la tabasser de toute façon. Donc l'insulte c'est peut-être pour ramollir l'âme. Finalement peut-être que l'insulte c'est une façon pour lui de ramollir l'âme en fait, de la rendre plus troublée, plus apeurée, donc beaucoup plus goûtue. Mais je pense que les coups ont le même résultat, hein, vraiment. Et donc l'ambulance arrive pour l'amener de là. Et pendant qu'ils sont ensemble, enfin Ramjaz est avec Christine et Christine lui fait c'est fou quand même le destin, comment c'est dingue la vie des gens. Elle a attendu 40 ans pour prendre sa revanche sur la Lamia et aujourd'hui elle a réussi à avoir sa revanche. Et Ramjaz lui fait mais t'as fumé ou quoi? Comment ça elle a pris sa revanche? Elle a pas du tout pris sa revanche. Elle a juste renvoyé chez lui mais on n'a pas réussi à le tuer. T'as raté quelque chose pendant la séance ou quoi? T'étais là quand on essayait de l'exorciser, de le mettre dans... T'as vu au moment où l'assistant l'a raté là, qu'il a coupé la corde de tuer la chèvre? T'étais là ou pas? Parce que bon, moi je peux te raconter, j'ai tout vu. Et donc non, pas du tout. Et donc Christine fait mais qu'est-ce que je peux faire putain? Et il lui fait bah le dernier espoir que t'as, le Lamia, comme je t'ai déjà dit, il vient pour le bouton, pour le propriétaire du bouton. Et Christine lui fait et si je brûle le bouton, que je le détruis? Il fait non mais peu importe l'état du bouton, ça sera un bouton brûlé, mais ça sera toujours un bouton brûlé qui est à toi. Et le seul truc bah c'est que tu l'offres à quelqu'un d'autre en fait. Elle lui fait ah mais pourquoi tu m'as pas dit ça au début? Je lui fais parce que du coup quand tu le feras, cette personne-là tu la condamnes aux enfers. Et en fait du coup ça fait de moi ton complice. Mais bon, là, je te le dis parce que je sais pas, j'ai pitié, je sais pas pourquoi il lui dit. Et donc, il prend le bouton et qu'est-ce qu'il fait? Il scelle le bouton dans une enveloppe aussi. Donc bon, on se rappelle de la pièce d'argent qui était aussi scellée dans une enveloppe au début, que Christine a offert à son mec Clay, et on voit bien où ça va aller tout ça. Donc maintenant, ce que Christine va essayer de faire, c'est de se débarrasser de ce bouton, de l'offrir à quelqu'un. Donc elle va cette scène est vraiment sympa et très géniale, parce qu'elle va dans un diner, une sorte de restaurant du soir, quoi, et elle prend plein de café, et elle sait pas à qui donner cette putain d'enveloppe. Elle veut l'offrir à quelqu'un. À un moment donné, elle voit un petit vieux qui est assis dans un coin tout seul. Elle va vers lui comme pour lui donner. Non, d'abord, elle voit un couple. Elle voit un couple, je crois. Ils sont là, ils se bécotent, ils sont contents, ils sont machin. Et j'ai l'impression qu'elle les envisage. Comme en se disant,
Je sais pas, comme d'après la chanson, j'adore les couples qui me font sentir seul. Donc, il envisage de leur donner. Et puis après, elle voit le vieux qui est tout seul, elle se lève, elle commence à aller vers lui. Bah, il est vieux, il est tout seul, bah, il peut aller en enfer, quoi. Je sais pas pourquoi le vieux tout d'un coup. Mais sauf qu'il y a une vieille qui se pointe aussi, qui va vers le vieux, qui lui amène un gâteau. Donc, c'est un couple qui est heureux et tout. Donc, elle peut pas le faire. Donc, elle pense au seul connard qu'elle connaisse, donc c'est-à-dire Stu. Elle appelle Stu et elle le convoque en lui disant, je sais très bien que c'est toi qui as volé mon dossier, c'est à cause de toi que la vente ne s'est pas faite. Donc, soit tu te pointes maintenant, soit je te dénonce. Et donc, Stu, il se pointe en pleurant, il pleurniche comme une merde. Ah non, le dis pas à mon père, c'est fini pour moi si jamais mon père apprend que j'ai fait ça, etc. Et du coup, elle va pour lui offrir le bouton, mais en fait, il lui fait tellement pitié qu'elle n'arrive pas à le faire, en fait. Donc, elle le renvoie, elle dit dégage, dégage. Il dégage, donc, en pleurant. Et donc, elle récupère le bouton et retourne voir Ramjaz. Il lui fait, mais attends, mais j'ai réfléchi à un truc. Parce qu'elle tombe sur une annonce des obsèques, justement, de Ganoush. Et il lui fait, mais on peut pas faire un cadeau à une morte? Et Ramjaz réfléchit, il fait bah ouais. Et là, donc, elle envisage tout simplement de rendre le bouton au cadavre de Madame Ganoush, en fait. Chose que Ramjaz n'a pas proposé tout de suite. C'est-à-dire que le sort, la première faiblesse du sort, c'est dans un premier temps de le rendre à celui qui te l'a offert, en fait. Ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'il a voulu faire là. Le conjuring, le machin, etc. Enfin, l'exorcisme, tout ça. C'est pas la première solution qui est venue à l'esprit. Enfin, d'autant plus qu'il n'est pas forcément au courant. Enfin, si, il doit peut-être le savoir que Ganoush est morte, mais c'est la première chose qu'il aurait dû dire, je me dis. Rends-le à celui qui t'a donné. Là, maintenant, elle va pouvoir rendre le bouton à Madame Ganoush. Donc, elle est prête à aller dans le cimetière et à lui offrir ce putain de bouton. Donc, elle le prend dans une enveloppe. Donc, Clay vient la chercher parce qu'elle a plus de bagnole vu que Ganoush a défoncé sa bagnole. Et sur la route, Clay lui dit, ça va, t'es sûr? Elle fait, ouais, ça va, t'inquiète. Elle a un plan en tête, tu vois. Et là, il risque presque de renverser quelqu'un. Un homme sur la route qui apparaît comme aidant Madame Ganoush, parce qu'encore une fois, entre Madame Ganoush qui la hante et le démon qui la hante, le film se dit qu'il faut passer de l'un à l'autre. C'est tout aussi bien de montrer Ganoush de temps en temps et de montrer le démon de temps en temps. C'est vraiment regrettable, d'autant plus que le démon, les apparitions du démon ne sont pas hyper impressionnantes, alors que dans le film des années 60, ils ont essayé de faire donc un mannequin qui est vraiment terrible, quoi, qui est génial, quoi. La Lamia aurait pu apparaître, mais monstrueuse. Non, ils préfèrent montrer Madame Ganoush, le fantôme de Madame Ganoush. Donc encore une fois, ça fait doublon. Donc elle va se rendre au cimetière et elle va voir un truc qui va lui faire peur, elle va voir le foulard, le fameux foulard qui flotte encore une fois au vent tout seul. Alors je sais pas si ce foulard est censé faire référence au parchemin que Carswell remettait à ses victimes avec l'écriture runique dessus, mais je crois qu'ils n'ont pas compris en fait. Le parchemin se met à voler parce qu'il est ensorcelé. C'est le billet du sacrifice, c'est le billet par lequel les gens, Carswell maudit les gens. Le mouchoir de Madame Ganoush, à part être rempli de morve, je vois pas vraiment pourquoi il est là, il s'envole, il paraît hanté en fait, je vois pas vraiment pourquoi. Et pire, il attaque carrément la voiture, en fait, de Christine, je crois. Il rentre à l'intérieur, il essaie d'étouffer Christine, il essaie de lui rentrer dans la bouche pour l'étouffer. Donc elle arrive à le saisir, à le retirer. Donc ce mouchoir a encore un pouvoir en soi, alors que la personne qui est à l'origine sans doute du pouvoir de sorcellerie qui possède ce mouchoir, c'est Madame Ganoush, elle est morte. Donc ça veut dire que ses pouvoirs s'étendent par-delà la mort. Donc elle est définitivement cheatée, cette meuf, en fait. Hein. Elle est définitivement trop puissante. Et ça n'a pas d'intérêt dans l'écriture de ce film. Putain, on a un démon qui est assez trousse, ça suffit pas. Il faut en plus qu'elle, depuis la mort, qu'elle envoie son mouchoir meurtrier, là. Donc Christine arrive à déchirer le torchon en volant, là. Elle arrive à le déchirer, à le détruire, donc. Et là, elle rentre dans le cimetière. Donc c'est clin d'œil, je pense vraiment que c'est ça. Le torchon, c'est un clin d'œil au parchemin qui essayait de s'envoler pour brûler dès qu'on l'avait remis à la victime et que la victime le découvrait. Ce qui était une façon de sceller son sort. Parce qu'une fois que le parchemin était détruit, enfin, une fois que le morceau de papier était brûlé, c'était foutu pour lui, en fait. Là, c'est le mouchoir qui joue à peu près ce rôle-là, sauf que à part nous prouver que Madame Ganoush a des pouvoirs, alors d'où elle tient ses pouvoirs, forcément parce que c'est une cigane, tu vois. Il y a aucun rapport à la connaissance, il y a aucun rapport. Apparemment, tous les ciganes sont des sorciers en puissance. Carswell, c'est parce qu'il a décodé un livre. Il a réussi à percer le secret d'un livre de sorcier. Dans Charles Dexter Ward, c'est pareil, c'est la connaissance, c'est un pacte avec les diables, etc. C'est pour la connaissance, il y a un but à tout cela. Ça fait sens, en fait. Tout le personnage fait sens. On ne va pas surprendre Carswell en train d'essayer de faire un prêt à la banque qui ne marche pas, ou le personnage de Charles Dexter Ward. Bien au contraire, ils ont déjà de la fortune, justement. Ils ont la fortune qui est une récompense, mais en même temps, un piège aussi par rapport à ces pactes qui sont en train de passer, qui va avec ses inconvénients, et ce qui va leur mener à leur perte d'ailleurs. Et il aurait fallu justement lier les problèmes d'argent de Madame Ganoush à cela, et donner encore plus de détresse, de drama à son besoin d'emprunter de l'argent à la banque, parce qu'elle s'est foutue dans la merde, avec ses pactes à la con. Moi j'aurais beaucoup aimé que ce dernier sort qu'elle ait lancé soit le sort qui lui ait coûté la vie. C'est-à-dire qu'au moment de ce dernier sort, que le démon ou que les démons apparaissent, pour lui dire... Tu jettes des sorts, mais ça y est, ton solde est épuisé. Là, maintenant, faut rendre des comptes. Et que là, elles disent, mais non, attendez, s'il vous plaît, c'est juste en contretemps, je vais honorer ma dette, je vais faire ce que j'avais dit, je vais payer ma dette comme j'avais dit, etc. Et qu'ils lui disent, mais non, tu nous devais déjà quelque chose avant ce moment. Et là, tu viens de réutiliser encore ce pouvoir, tu viens encore de nous convoquer à nouveau pour qu'on te rende un service. Là, c'est plié, là, maintenant, tu vas le payer de ton âme. On va dévorer ton âme, on va se délester de ton âme. Voilà, ça va effacer ta dette. En plus de l'âme de la victime que tu viens de maudire, là. Ça aurait mieux marché, je trouve. Donc ça tue Ganoush. Christine est témoin de cette scène, par exemple. Et là, elle comprend bien que là, merde, maintenant, dans quelques jours, c'est pour elle qu'elles viendront.
Même si c'est un peu cheaté aussi, comme j'ai dit, parce que cette malédiction était trop facilement faite. Il aurait fallu que Ganush ruse et qu'elle trompe Christine et qu'elle la plonge d'elle-même, que Christine se compromette. Ça marche mieux, en fait, quand la victime s'est compromise aussi. Ça donne un aspect d'injustice quand on peut envoyer un démon sur une victime qui n'a rien fait, ou qui n'a pas assez fait, on va dire, et que le démon puisse quand même lui prendre son âme et l'amener en enfer, bordel, quand même. Parce que, on se dit, mais attends, mais autant je veux bien que le démon, en fait, invoqué pour une victime innocente, arrive à mener à la mort de cette victime, mais en tout cas, elle ne peut pas accéder à son âme. Elle ne peut pas accéder à son âme. Elle peut provoquer des choses, mais l'âme est intacte, parce qu'en réalité, cette victime n'a rien fait. Elle peut par contre lui faire du mal. Elle peut lui faire du mal, la soumettre à des épreuves, c'est le propre du démon, hein, de soumettre à des épreuves. Mais tant que la victime ne s'est pas compromise, arriver à choper son âme et l'amener en enfer, c'est un peu facile. Enfin, d'où lui vient ce pouvoir? Donc c'est là le souci. Il aurait fallu deux étapes au moins. Que Christine se compromette, que Ganush en tout cas arrive à ruser pour que Christine se compromette, pour pouvoir la maudire, lui porter la malédiction, en tout cas attirer à elle les foudres du démon, et que derrière, Ganush en faisant cela, du coup, en demandant encore ce dernier service au démon, se mette toute seule dans la merde. Parce que du coup, elle avait plus de crédit. Donc elle a quand même passé un appel, donc ça ne se fait pas. Automatiquement, on paye ses dettes. Et là, au moment où Ganush était face à Christine, pareil, la négociation aurait pris tout un autre tournant. Ça n'aurait pas été juste « Non mais s'il vous plaît, la maison c'est tout ce que j'ai, je veux un troisième, voilà, rallongez-moi s'il vous plaît, je n'ai qu'à la maison, etc. » Ça aurait plutôt été « Écoutez, enfin là j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Oui mais vous n'avez pas de garant, madame Ganush, on ne peut pas vous prêter d'argent. Non mais s'il vous plaît, vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour moi. C'est pour d'autres gens, c'est pour d'autres qui me menacent. Sans cet argent, je suis foutu. Et Christine lui fait, mais allez voir la police, appelez la police. Elle fait, mais non, mais vous ne comprenez pas. C'est au-delà de la police. Ce qui me menace là est au-delà de la police. J'ai mis la main dans quelque chose, enfin, j'ai déclenché des choses. Je me suis compromis avec des choses qui sont au-delà de toute intervention humaine. Il faut que j'honore ma dette. Ils ont besoin que je sais pas, je dois tuer 400 poulets, je sais pas, ou des enfants, et je dois aller acheter des enfants en Chine pour les sacrifier, je ne sais pas. Mais quelque chose dans ce genre-là. Et là, Christine fait, mais non, je ne peux pas. Et Ganush qui est désespéré. Ganush qui part en kamikaze. Ah ouais, c'est comme ça. Vous me mettez dans la tombe. Je partirai pas sans vous. Et Ganush qui arrive à la, prenez ces petits bijoux. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas écrit l'histoire, je n'ai pas écrit le film, je refais le film, certes. C'est un peu chiant, en fait, quand on trouve autant de lacunes et qu'à chaque fois on se fait chier à essayer de réfléchir à comment on aurait pu résoudre cela, etc. On se dit, mais putain, mais le film n'a pas pris 2 minutes. Enfin, les réalisateurs n'ont pas pris 2 minutes pour réfléchir à un scénario solide. Ça s'appelle les reshoots, quoi. Enfin, mais bref, c'est pas ce qui se passe. Donc, Christine finit par rentrer dans le cimetière, déterre le cadavre, carrément, et il lui fout. Donc, ils se battent avec le cadavre qui arrive à lui choper les cheveux, qui lui arrache les cheveux, etc. Ils se battent. C'est grotesque. Bon, ça m'a rappelé presque le remake d'Evil Dead, là où justement à la fin l'héroïne possédée se bat contre elle-même dans la boue, tout cela, mais au moins là c'est bien fait. Au moins dans Evil Dead c'est bien gore aussi, il y a le gore qui va avec, c'est magnifique. Là ça devient grotesque et ça devient saoulant là vers la fin, ça devient fatigant un peu, surtout si on le compare au premier film. Toujours est-il qu'elle arrive à lui enfoncer l'enveloppe dans la bouche, enveloppe qu'elle a à un moment donné égarée dans la voiture de Clay, qu'elle a fait tomber quand ils ont failli renverser le petit vieux sur la route et qu'elle a ramassé à nouveau. Voilà, petit détail. Donc elle arrive à lui enfoncer dans la bouche, donc une façon pour elle de lui rendre son cadeau. Effectivement, Madame Ganush n'a pas accepté le cadeau, alors qu'on se rappelle que dans les premières histoires, il fallait que l'autre accepte, qu'il dise « Ah, je veux bien, oui, je prends, oui », qu'il accepte, qu'on lui donne cela en lui faisant une certaine formule d'offrande, et que l'autre, la victime, accepte. Là, Ganush est morte, mais Ramjaz l'explique un peu en disant que c'est vrai qu'on peut faire une offrande aux morts, c'est une façon de leur faire un cadeau, et il accepte par défaut. Je trouve ça un peu facile. Alors si je trouve que ce transfert, ce retour du bouton à travers la bouche, donc enfoncé dans la bouche du cadavre sorti de la tombe, si je trouve ça un peu facile comme retour à l'envoyeur, c'est que justement là elle est morte, donc elle n'est pas capable de se défendre, même si son corps s'agite un peu, qu'elle arrache un bout de cheveux, bon super, elle a failli tuer Christine, mais bon c'est pas la question. J'aurais préféré que soit que la malédiction du coup doit être rendue à quelqu'un dans la famille, donc Christine s'en prenne finalement à la fille de Ganush, qui quelque part intervient seulement 5 minutes le temps d'insulter Christine, de lui dire qu'elle est maudite elle aussi et qu'elle prend du plaisir d'avance à ce qui va arriver à Christine. Ok, ça aurait été plus intéressant que la fille de Ganush prenne le relais, ou alors qu'il faille passer par un mort pour donner à un mort. Donc, je sais pas, moi, qu'il aurait fallu, en fait, faire ce don à, je sais pas, passer par un autre démon et invoquer un autre démon pour qu'il vienne la protéger, par exemple, et que du coup, que ce soit elle avec son démon, qu'il soit en face de l'autre avec de la Ganush avec son démon, ouais. Ça fait un peu Jojo Bizarre Aventure avec les stands, mais bon. Donc, il lui enfonce dans la bouche, elle sort de là, et c'est l'aube, donc c'est le 3e jour, et elle se sent bien, elle sent plus cette présence du démon qui l'a su ou je sais pas quoi, on sent qu'elle est apaisée. Donc elle rentre chez elle, elle prend une douche, tout va pour le mieux. Elle arrive à la gare, elle a rendez-vous avec Clay parce que tout va mieux maintenant, donc ils veulent aller, ils vont aller prendre du temps, ils vont s'éloigner un peu de la ville, réfléchir à eux, se détendre un peu. D'autant plus que son boulot l'appelle en disant que du coup le patron, finalement c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait en sortant du diner là, quand elle l'a menacé de le dénoncer? Il a pris les devants, il a essayé lui-même de la dénoncer en avant. Mais sauf qu'il a tellement mal raconté son histoire qu'en fait que le patron a fini par comprendre que
c'était lui le connard dans l'histoire. Donc du coup, il est renvoyé, donc c'est elle qui aura le poste de promotion. Donc en fait, tout semble bien rouler pour Christine. Avec son copain, ça va, elle s'est débarrassée de la malédiction. Et elle retrouve son copain sur le quai et elle fait en sorte de mea culpa. Elle fait, tu sais, je crois que dans cette histoire, je suis fautive parce que j'ai pas réussi à imposer qui j'étais. Et en fait, j'aurais pu lui donner une 3e rallonge à Madame Ganouche, en fait. J'aurais pas dû me laisser influencer. Et c'est là que je suis un peu fautive. Dans les histoires de James, là, justement, on a souvent cette punition de celui qui fait du mal. On l'a avec le fameux prêtre qui tue son supérieur hiérarchique. On l'a dans le conte Magnus, où un journaliste, c'est un sort de journaliste, en tout cas trop curieux, va déterrer le corps d'un comte qui avait passé un pacte avec les diables. Et du coup, il va se retrouver pourchassé par le fantôme de ce comte. Et c'est une des rares histoires où il va y avoir un mort, justement. On a aussi l'histoire de celui qui va aller déterrer une couronne qui était placée là pour protéger un lieu, mais qu'il va déterrer. Et finalement, il va se retrouver aussi, lui aussi, harcelé par une forme fantomatique et qu'il va essayer de remettre à sa place, mais trop tard quand même, il va le payer de sa vie. Donc on a toujours ces histoires de punition par rapport à qui tu es. Mais ici, Christine, c'est la seule personne décente dans tout ce putain de film. Donc finir par une morale disant, oui, mais si j'avais su, quand même, tout ça serait pas arrivé parce que c'est de ma faute, quelque part, j'aurais dû m'imposer, j'aurais pu lui donner cette rallonge, j'aurais pas dû. Déjà, c'est la 3e rallonge. Donc c'est un peu faible. Il aurait mieux valu que ce soit la première et que le dossier de Madame Ganouche soit pas assez bon pour ça parce que c'est une cigane, hein, déjà, voilà. Donc non, personnage douteux, quels sont vos moyens de subsistance, est-ce que vous avez des garants, etc. Une fois aurait suffi. Si elle a déjà fait 2 fois, qu'elle ne puisse pas le faire une 3e fois, bah oui, si on nous présente le système effectivement de prêt et autres sous cet œil-là, oui, peut-être, mais bon, qu'elle refuse une 3e fois parce que c'est déjà la 2e fois qu'on lui fait une rallonge, qu'elle n'arrive pas à payer, etc., que la banque ouvre au bout de la 3e, ça a du mal à me la vendre comme étant la méchante de l'histoire. Qu'elle l'ait faite parce qu'elle était sous influence, certes, oui, mais Ganouche est déjà tellement une connasse, de toute façon, vu comment elle a réagi derrière, que ça affaiblit vachement l'histoire. Donc en fait, là, l'histoire de la victime qui se prend une malédiction parce qu'en fait, elle a merdé, ça nous est très mal vendu. Et le film essaie de le ressortir à la dernière minute parce que, bien entendu, on va comprendre qu'elle n'est pas sortie d'affaire. Son mec elle a acheté un nouveau manteau, il fait, mais putain, mais il est beau ce manteau, et qu'est-ce qu'il est devenu l'ancien? Il fait, bah, je l'ai jeté. Il fait, ah bah merde, parce que je t'avais retrouvé ton bouton, regarde. Et effectivement, on comprend que Christine s'est gourée et que dans la voiture, quand elle a fait tomber son enveloppe, elle a pris l'autre enveloppe, c'est-à-dire celle qu'elle avait offerte à son mec au tout début du film avec une pièce rare dedans. Donc la malédiction n'est pas levée. Donc là, elle panique, elle recule, ils sont sur les quais, donc ça rappelle bien sûr la fin dans le film des années 60, et elle recule et elle tombe sur les quais. Et il y a un train qui arrive. Et donc moi, je me suis dit à ce moment-là, bah merde, on va commencer à voir le démon dans les flammes, dans la fumée du train un peu, pour nous donner, en tout cas dans le bruit du train qui arrive, pour nous faire un peu cette référence au premier film. Mais en fait, non, c'est pas du tout ce qui se passe. Le train arrive, et avant que le train ne lui arrive dessus, donc Christine, de toute façon, elle était morte là. Hein. Dans tous les cas, elle était morte. Et il y a Clay qui est en panique, qui hurle, oh mon Dieu, non, oh mon Dieu. Et avant que le train n'arrive, en fait, le sol commence à s'ouvrir sous Christine, exactement comme pour le petit au début du film. On a des bras enflammés qui sortent, qui chopent Christine, commencent à la tirer en enfer. Et donc, quand le train va passer, le train ne va même pas la toucher, en fait. Juste, par contre, le train va cacher la scène et surtout va nous donner une bonne vision de la scène. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va voir, on va le voir à travers les wagons qui passent très vite. Où on voit Christine, en fait, tirer dans les flammes par ses bras-là, la peau qui commence à fondre, elle n'a même plus de paupières, elle n'a plus de cils. On voit ses yeux globuleux qui sortent pendant qu'elle hurle, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et donc, pendant qu'elle hurle tout ça, elle est traînée quand même en enfer. Et son mec reste bouche bée devant cette scène. Donc lui, il est passé de 0 à 100. Il est passé de 0 preuve du paranormal à 100% une preuve en voyant l'enfer s'ouvrir sur Terre et des bras enlever sa copine sur les rails. Et d'ailleurs, ce qui est génial ici avec ce démon, c'est qu'il ne vient pas seulement pour votre âme. Du coup, il ne vous tue pas, il emporte l'âme. Non, il prend le corps avec. Hein. Il prend le corps avec en enfer. Il ouvre le sol, il prend le corps. Encore une fois, comme je l'avais dit dès le début du film, subtilité ici, voilà. Donc Clay commence un peu à comprendre ce qui a pu se passer. Il regarde la pièce, il regarde le bouton qu'il a ramené, et il commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'il a merdé. Il commence à comprendre qu'il aurait peut-être dû y croire, qu'il aurait dû essayer de la sauver, bref, etc. La fin n'est pas solide parce que Clay est tellement pas intervenu dans l'histoire qu'à la toute fin, qu'il comprenne enfin, bah, on est à la fin, en fait. C'est complètement con. Et du coup, oui, ça en fait un peu un personnage des romans de James, le fameux personnage, le fameux érudit un peu, en tout cas lié à la science, qui ne croit pas, qui à un moment donné voit une preuve irréfutable et qui est un peu perturbé dans ses fondements. Bah là, c'est pas une preuve irréfutable, c'est la preuve, quoi. Il y a plus de corps, de toute façon, sous les rails. Son corps a disparu dans les limbes de l'enfer. Donc, j'ai envie de dire, c'est plié, quoi, en fait. Donc, je crois que j'ai pas besoin d'insister pour qu'on comprenne que ce film est clairement lié au film des années 60, qui est clairement lié au livre en amont. On voit bien qu'on a à peu près la même construction du scénario, etc. C'est la même façon de balancer un sort sur quelqu'un, une malédiction, parce qu'on lui en veut, parce qu'on a un connard qui veut se venger, tout simplement. Et la seule façon de se débarrasser du sort, c'est de le renvoyer à l'autre, et puis finalement, ça marche ou ça marche pas. Et bah, ce qui est curieux, c'est que Drag Me to Hell, donc, jusqu'en enfer, n'en parle pas du tout.
J'ai lu vite fait sur les trivia du film et l'actrice principale là qui joue Christine pour s'entraîner au film, elle a passé des journées entières à regarder des films d'horreur. Bah j'espère qu'elle a regardé La Nuit du démon quand même parce que du coup c'est le film sur lequel est basé ce putain de film. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne lui rendent absolument pas hommage en fait. Ils ne rendent pas hommage au roman en amont, ils ne rendent pas hommage au film. Ils font comme si c'était un film qu'ils avaient. Je crois que c'est Sam Raimi présente le film comme si c'était quelque chose qu'ils avaient complètement créé. J'ai pas compris. Ou alors ils ne voient vraiment pas le point commun, ou alors ils ont vraiment inventé cette histoire comme cela. Mais j'en doute quoi. Je trouve qu'il y a tellement de points communs et d'incompréhension, mais qui ressemblent quand même au premier. Enfin, le foulard qui s'envole, qui rappelle le papier enchanté, même si ici ce n'est pas ça. La scène sur les trains, la scène finale, cette façon de devoir offrir la chose à l'autre pour lui donner cette malédiction, et non pas seulement lui jeter une malédiction. Tout ça se ressemble en fait. Bah ils ne l'ont pas dit au générique, ils ne l'ont dit nulle part. J'ai l'impression en tout cas. Donc ça m'a vachement surpris. En tout cas, je suis content de l'avoir vu parce que moi ça m'a fait remonter en amont dans cette chronologie et surtout j'ai découvert du coup Montague James. C'est vraiment un auteur du paranormal incontournable en fait et qui a inspiré pas mal d'ouvrages qu'on peut lire aujourd'hui. Enfin, je trouve en tout cas qu'il y a sa patte dedans. En le lisant, pour moi, j'avais l'impression de relire Dracula du Susan Hill avec la Dame en Noir, mais en plus efficace quand même parce que Susan Hill perd beaucoup de temps dans la description. À un moment, on en bave en fait. Donc voilà, il y a une surdescription chez Susan Hill, alors que là, sous forme de nouvelle, je trouve ça très efficace et très pertinent en fait et très bien écrit du coup. Ça aura au moins été le bon point de ce film qui finalement était plus une sorte de pause dans la série là que je m'enchaîne en ce moment des Paranormal Activity tout ça. Donc au moins c'était drôle. J'ai quand même rigolé à certains moments. Christine n'arrête pas d'en bouffer. C'est peut-être parce qu'elle vient de la ferme aussi. Elle est un peu plus robuste donc elle peut vraiment prendre des coups sans souci quoi. Mais c'est dingue ce qu'elle se prend dans la gueule cette pauvre fille. Alors les combats, donc le film en fait vachement trop. Donc je sais pas comment il a été accueilli. Il m'est complètement passé sous le nez moi ce film. Bah déjà en fait c'est tout bête mais j'aimais pas l'affiche. C'est pour ça que je l'ai pas vu ce film. Je détestais l'affiche. L'affiche est tellement kitsch. On voit juste Christine qui hurle et il y a des bras qui la tiennent. Elle est en premier plan. On dirait qu'on va l'entraîner dans. L'affiche est naze. Hein. Faut vraiment voir l'affiche. L'affiche est vraiment à chier. C'est pour ça que j'avais pas voulu le voir jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui en parle et puis je me dis ah bah tiens un incontournable film d'horreur. Donc parce que j'aime bien me faire les top 100 des films d'horreur tout ça. Et donc j'ai vu dans la liste et je me suis dit bah attends il doit être intéressant. Et finalement non c'est pas ce film qui est intéressant. C'est le film d'origine. C'est le film des années 60 qu'il faut voir. Il a un peu vieilli certes mais il a vraiment plus d'intérêt. Celui-là a d'intérêt que pour les effets et encore. Au moins dans le film des années 60 ils ont vraiment essayé de rendre le démon d'une certaine manière et lui donner une gueule. Ici dans ce film tout ce qu'ils ont récupéré c'est en fait les prémices du démon. Quand il arrive on va entendre des bruits, le portail qui s'ouvre, le bruit de métal, cette prémonition un peu, ce sens, cette alerte envoyée par le cerveau reptilien un peu qui dit il y a quelque chose qui va pas. Mais à part ça, voilà. Mais bon, drôle quand même. Donc voilà, une histoire intéressante pour moi par rapport au potentiel en fait de tout ce qu'il montre qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire par exemple faire un méchant par couche comme j'ai dit. La Lamia n'est qu'une superposition de plein de choses et même dans sa création parce que c'est pas ça la Lamia au départ. Il y a plusieurs sources possibles pour la Lamia. Quand on la voit dans cette manifestation où elle arrive et elle passe son temps à harceler Christine pendant plusieurs jours, ça fait penser par exemple aux furies. Les furies par contre quand on les invoque, elles s'en prennent à quelqu'un qui a fait du mal en fait et elles vont le harceler pendant un temps indéterminé jusqu'à ce qu'il craque. Elles vont le battre, elles vont le troller, enfin elles vont le défoncer. Elles vont le défoncer sur une durée jusqu'à ce qu'il se suicide. Parce qu'elles veulent l'amener à sa mort, parce qu'elles ne peuvent pas, elles, le tuer. Enfin, elles ne peuvent pas vraiment l'amener d'elles-mêmes dans l'underworld, en fait, dans le monde souterrain. Il faut que par lui-même, d'abord, il se tue. Et une fois qu'il s'est tué, elles le suivent dans le monde souterrain pour continuer à le tabasser, en fait. La Lamia, clairement, on dirait ça, en fait. Sauf que, ce n'est pas la Lamia qui vient te chercher. Ce qui vient te chercher concrètement, quand les enfers s'ouvrent, ce sont des bras enflammés qui viennent, ce qui est faible, parce que d'une part, ça aurait été mieux que la Lamia vienne d'elle-même, comme ça on aurait pu la voir vraiment, tout dévoilée à sa toute puissance. Parce que c'est bien beau, de nous faire des monstres ou des démons un peu sous-entendus, sous les ombres et tout ça, mais moi j'aime bien les histoires qui prennent le risque d'essayer voilà, putain, mais fais ta marionnette, mec. Fais ta maquette, fais ta statue, j'en sais rien, mais donne-lui un corps, quoi, qu'on voit un peu. Tente quelque chose. Les suggestions, tout ça, oui, j'aime bien. Laissez à la suggestion pour que l'esprit prolonge et crée le monstre par lui-même dans sa tête. Ok, super, mais à un moment donné, montre-moi quelque chose. On est au cinéma. Ah. Bon, j'en demande peut-être trop, certes, mais bon, bref. Regardons par exemple l'apparence et les expressions de Pazuzu. Il a une bite de serpent et une libido sans fin. Il a une queue de scorpion, il a une gueule de chien avec le sourire qui va avec, il a des griffes de chacal et des serres d'aigle. Il a des ailes de papillon et il souffle le vent dans le désert. Il a des yeux de lézard, il a une gorge canon à eau, mais plutôt canon à vomi. Il a un god complexe et un crucifix qu'il improvise en god. Il est anorexique et pourtant dirige une armée de sauterelles qui bouffent tout sur son passage et plonge des peuplades entières dans la disette. Il a une poigne de fer pour briser de la couille et il le fait littéralement au sens sournois du terme. Il a la lévitation, il a le glairon infini, il est ventriloque, il est multilingue, il est télékinésiste, il est taquin, il est cruel, il viole des enfants et protège des femmes enceintes, sans doute pour violer leurs enfants. Et il le montre.
Ils le construisent, ils le montrent. C'est une statuette, certes, mais la force de suggestion est géniale après. On peut imaginer cette femme comme ça qui est là présente. On le voit à la fin de l'exorciste aussi. Il apparaît comme ça à la lumière, à l'aube, lumière vacillante comme cela, comme s'il se retirait, ou comme si le corps de Regan refaisait appel à lui une dernière fois. Enfin, la scène est terrible. Comme une sorte d'adieu macabre avec l'apparition comme ça de Pazuzu qui disparaît dans une lumière vacillante et Regan qui lève la main, qui s'étire comme pour lui dire au revoir, mais c'est hyper macabre. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que les bras qui viennent chercher le corps, ce sont des bras de l'enfer, les démons qui viennent machin, donc ce n'est plus la Lamia. Donc la Lamia, elle vient au début pour te tabasser, puis à la fin, quand il faut venir enfin prendre le prix, elle ne se déplace même pas, et ce sont des bras qui viennent chercher la victime. Et d'autre part, dans cette version des Furies, les Furies s'en prennent avant tout, donc justement, les Furies, c'est l'extension de la justice. C'est une certaine justice. Donc, cette justice, c'est une punition dans un premier temps, et donc soit la victime subit cette punition, mais ne dit rien à l'humilité d'accepter cette punition et de vivre avec, parce qu'elle l'a cherché, donc c'est juste, soit elle se tue, donc elle fuit comme un lâche. Et donc attention mon pépère, ça va pas se passer comme ça. Et donc en fait les Furies continuent à te suivre dans l'enfer, elles vont encore continuer à te botter le cul. Et cette fois-ci t'es parti pour longtemps mon vieux. Sauf que là, pour moi Christine, on en dira ce qu'on en voudra, mais pour moi Christine n'est pas une mauvaise personne dans cette histoire. Oui, elle a refusé de faire un troisième prêt, alors c'est pour ça qu'il faut aller en enfer. Si on s'attaque comme ça au système de la banque et autres, je pense que la Lamia a d'autres victimes beaucoup plus alléchantes que cela. Et Madame Ganouche aurait pu dans ce cas maudire toute la putain de banque. Et là ça aurait été génial. Là c'est un autre scénario. Mais que par exemple qu'elle soit une grecque qui justement avec ce qui s'est passé en Grèce, qu'elle perd tous ses biens et du coup là elle maudit tout le système, elle maudit tout. Elle maudit l'Europe. Et là, ouais, ok. Ouais, c'est un autre film. Et donc voilà, dans ces deux propositions-là, la Lamia n'est ni l'un, n'est certainement pas une furie. Ou alors, la Lamia serait aussi une autre Lamia présente toujours dans la mythologie grecque, qui est cette femme violée par Zeus qui a des enfants. Et du coup, la femme de Zeus est jalouse, tue ses enfants. Et du coup, cette femme perd la tête, devient folle et en fait passe son temps à bouffer des enfants. Et Zeus, pour lui rendre service, parce qu'il prend pitié quand même, déjà qu'il l'a violée, maintenant c'est une sorte de zombie qui rôde à travers la ville pour bouffer des enfants. Donc Zeus lui dit, bon écoute, je vais donner un pouvoir, c'est celui de... Parce que t'as vu ta gueule, t'as vu à quoi tu ressembles, je vais te donner le pouvoir d'enlever tes yeux et de les remettre quand tu veux, comme ça t'auras pas tout le temps à te voir si tu veux. Sympathie du violeur quand même. Zeus c'est un connard, hein. Faut quand même... quand on lit l'histoire des dieux c'est vraiment génial, mais bon. Donc voilà le pouvoir qu'elle a, c'est celui d'enlever ses yeux et de les remettre. Et je pense qu'ils l'ont un peu pris là aussi, parce que déjà il y a la scène du début, la Lamia elle vient pour un enfant, et donc ce qui fait un peu clin d'œil à cette Lamia là, c'est la Lamia bouffeuse d'enfants, un peu boogeyman. Il y a aussi d'ailleurs des scènes où des yeux partent dans tous les sens, et d'ailleurs Ganouche a un problème avec les yeux qui commence à s'éteindre un peu, machin, donc il y a peut-être un œil de verre, tout cela. Bon, est-ce que ce sont des clins d'œil aussi ou pas, peu importe, hein, parce que pareil ça ne marche pas vraiment, parce que cette Lamia-là, c'est une Lamia vengeresse qui s'intéresse aux enfants des autres pour faire souffrir d'autres femmes qui, comme elle, vont connaître ce que c'est que de perdre leur enfant. Ce n'est pas le cas de Christine. Ou alors, sauf si on voit comme enfant de Christine le projet, sa carrière, tout ça, parce que, voilà, Christine a tout sacrifié pour sa carrière. Elle vient de la ferme, elle est montée en ville, elle a tout donné, elle a maigri, elle a fait un régime, etc. pour rentrer dans ce monde-là. Donc la Lamia, finalement, que l'enfant, dans ce sens-là, ne soit plus l'enfant, voilà, une femme, ça fait des gosses, c'est tout, voilà, la femme de l'enfant. Non, mais que son enfant, là, à cette femme-là, en tout cas, c'est son projet d'avenir, c'est sa carrière. Oui, pourquoi pas. Ça aurait donné un autre scénario aussi. Je veux bien trouver cette piste intéressante, mais à ce moment-là, faut l'approfondir, et ça donne pas la même histoire du tout. Ça donne pas la même histoire du tout, mais c'est vrai, la Lamia sabote pas mal Christine sur son lieu de travail, hein. Quand elle vomit du sang sur son patron, quand elle voit des hallucinations, quand elle va au dîner, quand elle rencontre les parents de son copain, et que voilà, là, c'est sa premier mariage, sa première élévation sociale, et que non, la Lamia la remet à terre, lui fasse cracher une mouche, et qu'elle lui fasse faire des hallucinations, où elle entre en crise, etc. Donc oui, peut-être qu'elle est en train de détruire tout son entourage et de l'isoler, effectivement, et surtout de niquer sa carrière. Oui, cette version à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout ce qu'on retient, c'est là parce que je cherche en fait, mais c'est pas ce qu'on retient tout de suite. Mais ça pourrait expliquer pourquoi ce n'est pas la Lamia qui vient en personne chercher Christine à la fin. Son travail est fait de toute façon. Elle lui a niqué sa vie, et du coup, c'est assez larbin ou c'est laquais d'aller prendre l'âme de Christine. Bon, c'est une version possible, mais qui fait plus théorie du net qu'autre chose, hein. Donc en gros, la Lamia ne marche pas dans une religion monothéiste. Elle ne devrait pas pouvoir toucher à l'âme de Christine. Elle peut faire du mal à Christine, elle peut suggérer des choses à Christine. Et il faut que Christine flanche pour que Christine soit damnée. Mais Christine n'a pas flanché. Et donc dans cette version, il y a une certaine justice dans la religion monothéiste, en gros. On peut pas juste voler ton âme. On peut pas juste, le démon ne vient pas juste pour se servir, quoi. On a un peu un contrôle de ce que va devenir notre âme. Et c'est nous qui soit tâchons ou préservons notre âme. Donc ce sont nos actions avant tout qui décident. Or, là, la Lamia ne devrait pas avoir accès à Christine. Et je répète encore une fois, pour moi, Christine n'a rien fait. Christine a fait une erreur, certes. Christine a fait des erreurs. Mais s'il suffit de ça pour qu'elle mérite ce qui va parce que là, ce qui l'attend quand même, quand on voit comment le sol s'ouvre et comment l'enfer l'attire à elle avec sa peau qui part dans tout... Non, quoi. Donc effectivement, je trouve que la morale qu'ils essaient de nous pousser, elle est mea culpa, finale, ou même Christine force cela en disant « Non mais tu sais quoi, j'ai réfléchi et je trouve que j'aurais quand même pu lui donner ce troisième prêt. » Ouais.
Ah, mais en même temps, ton directeur voulait pas, enfin, tu perdais ta carrière, enfin, je sais pas. Ce n'est pas la victime idéale pour moi. C'est quelqu'un qui peut ouvrir les yeux et qui d'ailleurs fait un mea culpa en plus. Donc bon, ça existe le pardon, la rédemption alors dans cette histoire ou pas? Mais non, elle fait cette rédemption juste pour qu'en fait, elle le dit juste pour qu'on se dise, ah, c'est vrai que c'est une connasse quand même. Et là, quand l'enfer arrive, bah oui, parce qu'elle a toujours cherché un peu quand même, si vous réfléchissez bien. En plus, elle a tué son chat pour sauver sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Bah, en plus, elle a voulu donner le bouton à des gens, à des innocents, elle ne l'a pas fait. C'est qui quand même, pour moi, la remonte à mes yeux. Qui aurait fait ça? Qui l'aurait fait ça? On te remet un bouton qui est maudit, donc tu sais que dans 3 jours, il y a un démon qui vient te chercher, et d'ailleurs, ce démon est tellement impatient qu'il n'attend même pas les 3 jours pour venir te chercher, mais il commence déjà à te tabasser, et tu gardes le bouton. Alors que tu sais juste que t'as juste à l'offrir à quelqu'un et c'est plié. Donc non, moi j'apprécie Christine qui ne fait pas ça, qui ne choisit pas cette solution facile. Elle se bat, elle se débat en fait, elle montre qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle fait des erreurs, mais elle se bat, elle est toute seule en plus, elle est vraiment isolée et oubliée, tout le monde la lâche quoi, et elle se défend jusqu'au bout, elle vend ses affaires, elle essaie de vivre en fait, elle essaie de vivre, et le moment où elle est tout à fait à terre, elle se remet à manger une glace, c'est tout ce qu'elle peut faire, tu vois, elle a plus rien, c'est une brave bête quoi, c'est une brave bête bordel. Elle a mérité de vivre, quoi. C'est comme ces antilopes là qu'on voit qui arrivent à se débattre jusqu'au bout et à échapper au lion. Mais c'est bien. C'est un peu à ça qu'elle m'a fait penser. Et je l'ai trouvé très appréciable comme personnage. Et je pense que cette fin était ce n'est pas la fin qu'elle méritait. Il aurait fallu soit la corrompre ou la laisser partir. Mais la prendre comme ça, il y a juste un sentiment d'injustice et un sentiment de surpuissance chez ce démon qui peut faire ce qu'il veut apparemment. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre le mec là qui est sur le quai qui hurle aussi. Qu'est-ce qui l'empêche de le prendre au passage? Bon, il n'est pas maudit certes, mais tu le pousses, il tombe. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il saute d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe si cet homme saute dans le trou? Parce qu'apparemment ces démons viennent non pas prendre l'âme, mais prendre le corps pour pouvoir manger l'âme. Donc qu'est-ce qui se passe si l'homme saute parce que la terre est ouverte, donc il y a les flammes, et il saute dedans, il va en enfer du coup. Est-ce qu'on peut aller de soi-même en enfer si les portes de l'enfer s'ouvrent? Du coup on finit en enfer alors qu'on a sauté pour sauver quelqu'un. Donc on a fait une belle action au départ. Donc on va... Paradoxe putain. Il ne peut pas y avoir de porte dans l'enfer en fait. Il ne peut pas y avoir de porte à l'enfer. L'enfer ne peut pas s'ouvrir en réalité. Parce que du coup si l'enfer s'ouvre, on peut par nous-mêmes, en voulant être un homme bien, sauter dans l'enfer pour essayer de sauver quelqu'un, et du coup bah forcément on vient de faire une belle action. Et du coup on sort... mais du coup, on peut pas le sortir l'autre parce qu'il n'a pas non plus expié ses péchés, mais du coup, on y... je vais arrêter ça. D'ailleurs, il est un peu foutu, le mec, parce que du coup, il a vu que l'enfer existe. Donc il ne peut plus faire preuve de foi. La foi, c'est une volonté. La foi, ça passe de preuve. Or, lui, il a une preuve, du coup, de l'afterlife, de la vie après la mort et de l'enfer. Donc, à partir de maintenant, s'il devient un pieux croyant, c'est juste parce qu'il sait ce qu'il attend. Donc, il est foutu aussi. Il est comme Constantine. Constantine est damné parce qu'il sait. Il s'est suicidé, mais c'est surtout pas, c'est parce qu'à travers le suicide, il a vu. Donc, il a beau faire toutes les bonnes actions qu'il veut, il est foutu parce qu'il n'aura jamais la foi. Il ne peut pas avoir la foi parce qu'il sait. Et le savoir, ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas la foi, en tout cas. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, là. Enfin, ça va pas loin, mais ça va n'importe où. Donc, on va arrêter là. Je conseille ce film. Je pense que si on est fan du genre, on voit un peu pas mal d'erreurs et ça nous ouvre un peu les yeux sur certaines choses. Moi, en tout cas, ça m'a poussé très loin dans la réflexion de qu'est-ce que c'est que ce rapport entre sorcier et démon. C'est quoi, en fait, appeler des démons? C'est quoi, en fait, essayer de contrôler des démons, essayer d'asservir des démons? Quelle est cette approche, en fait, du mal, du diable, qui est vu comme quoi? Comme source de connaissance, qui est vu comme source de profit, voilà, les contrats avec les démons, c'est pas seulement la fortune, c'est différents aspects qui sont beaucoup plus intéressants qu'à la fortune parfois. Dans l'affaire Charles Dexter Ward, c'est la connaissance et je trouve ça hyper intéressant. Carswell aussi, c'est la connaissance qui l'intéresse. Et donc c'est dire, oui, mais donc c'est comme si l'opposition à la divinité, c'est que la divinité demande donc cette fameuse croyance, cette fameuse foi aveugle un peu, et que non, la voie du mal, de l'opposé, de l'anté, du non divin, c'est celui de la connaissance coûte que coûte. Je veux savoir. Oui, mais là, ça ne te regarde pas. Oui, mais moi, je veux savoir. Oui, mais c'est interdit. Non, mais j'y vais quand même. C'est peut-être ça, finalement. Enfin, c'est comme ça que ça se présente, en fait. La sorcière ou le sorcier, c'est celui qui va sur la zone du tabou. C'est celui qui y va, en fait. Oui, il peut aussi désirer d'être célèbre, d'être connu, etc. Mais j'aime bien quand ça tatillonne un peu sur le côté de la connaissance. Et du coup, ce qui rend le démon un peu plus ambigu. Qui, à la fois, peut être présenté comme une créature surpuissante, mais peut aussi être présenté comme un sorte d'une force en fait qu'on peut utiliser à bien ou à mal en le rendant un peu plus neutre. Voilà, le démon devient l'interdit, mais pas le mal en soi. Il devient ce qu'on ne doit pas faire, mais si vous le faites, assumez. Tu vois, et il y a des conséquences à cela. Mais bon, là, ça sera l'objet vraiment d'une autre discussion. Si un autre film nous lance là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Voilà pourquoi j'apprécie ce film. J'aime bien ce film parce qu'il pointe du doigt tout ce potentiel, mais il n'y répond pas du tout. Donc, ce qui nous laisse faire tout le travail.